bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes député de Paris de la France Insoumise. On va parler de la rentrée sous Covid, de la gauche, de sa capacité ou non à faire l'union, vaste sujet, et aussi et d'abord des assauts répétés de l'extrême droite et de ses médias contre vous. Et on va commencer par la dernière sortie de l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'était jeudi sur le plateau de Quotidien, qui n'est pas une émission d'extrême droite. Il parle alors du politiquement correct des élites. Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire singe, parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Mais Elle progresse, la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, Oui, d'accord. oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est ces petites parties des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Moi, j'aime les mots. Votre réaction, vous l'aviez vu cette séquence? Oui, je l'ai vu tourner sur les réseaux sociaux. Après, c'est Nicolas Sarkozy, la droite décomplexée. Celui qui a fait participer largement, justement, à la dédiabolisation politique et médiatique de l'extrême droite. Et au prétexte d'un enjeu électoral qui a légitimé une bonne partie de ses théories, ses thèses. Ce que je trouve intéressant dans la séquence, au-delà de l'absurde d'un ancien président de la République, maire d'une des villes les plus riches de France pendant des années, qui fustige soi-disant les élites, c'est qu'on aurait pu croire qu'il s'était emmêlé les mots et que voilà. Mais en fait, il l'explicite, c'est-à-dire que quand il a fini le propos, il veut bien faire comprendre de quoi il parlait et de cet amalgame qu'il fait. Entre les singes de la sagesse et le roman d'Agatha Christie, voilà, qui est. Mais voilà, c'est révélateur de la lepénisation, zémorisation de la vie politique et médiatique. Alors justement, vous parlez de zémorisation ou d'extrémisation de la vie politique. Cet été, vous avez été bien malgré vous l'héroïne d'un roman de politique fiction de Valeurs Actuelles, l'hebdomadaire, qui faisait donc un retour vers le passé. Et l'un des épisodes vous était consacré, retour au temps des colonies et de l'esclavage. Son titre, Obono l'Africaine, où la députée insoumise expérimente la responsabilité des Africains dans l'horreur de l'esclavage. Vous y êtes représenté en esclave, des chaînes au cou qu'on ne va pas reproduire ici car c'est plus que dégradant. Vous finissez en Libye où on vous attribue ce sentiment. Après l'enfer qu'elle avait traversé, sa vie d'esclave à Tripoli lui parut une oasis de tranquillité. Alors vous avez déposé plainte, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour injure à caractère raciste. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, je pense que ça confirme l'analyse que j'ai faite et que nous avons faite à la France Insoumise sur le fait que derrière ma personne, qui est évidemment directement ciblée, c'est toutes les personnes que je représente, c'est la société, c'est le parquet, le procureur qui se saisit parce que c'est la société qui est mise en cause à travers cette attaque. On n'est plus dans la liberté d'expression avec ce roman de politique fiction. Je crois que c'est une instrumentalisation de la liberté d'expression qui d'ailleurs est encadrée également, cette liberté d'expression. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, malgré ce qu'on pourrait croire, et certainement pas inciter à la haine ou avoir un propos raciste qui est un délit, qui n'est pas une opinion, qui est un délit. Et donc, j'espère bien qu'au bout de la procédure, justice sera faite et que cet organe d'extrême droite sera condamné comme il se doit. Alors, Christiane Taubira, en son temps, comparée à un singe. Mais plus récemment, pareil, pour Laetitia Avia, une députée de la majorité, une autre députée noire de la majorité, Sira Silla, visée par une action devant sa permanence du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. 3 exemples seulement, il y en a certainement d'autres. Comment est-ce que vous expliquez qu'être une femme non blanche en politique en 2020, c'est si violent ? Être une femme et être une femme racisée, c'est violent dans la société en général. Mais c'est vrai que le peu de visibilité, parce que c'est pas non plus énorme, on n'est pas tant que ça, on se compte sur le doigt de la main, ça suscite des réactions de conservatisme et de racisme et de sexisme. Moi, je m'interroge, y compris sur la fascination pour ces gens de l'espèce des singes, qui est une très belle espèce. Moi, je fais régulièrement l'objet d'attaques où on me compare à un bonobo, ce qui pourrait être un compliment, parce que je trouve que c'est des espèces très intelligentes et certainement plus que les êtres humains, mais derrière ça, il y a, c'est clairement une volonté d'avilir et de dégrader, et donc, nous sommes la cible de... c'est pas des micro-agressions, parce elles sont très visibles, étant donné notre visibilité, mais les micro-agressions racistes et sexistes que connaissent les femmes, et notamment les femmes racisées au quotidien.
qui font partie du continuum de violences sexuelles et sexistes et racistes. Voilà, nous en sommes, malgré nous, la représentation à l'échelle politique. Valeurs actuelles, Sarkozy et les singes, est-ce que ça vous fait flipper tout ça ? Je pense que c'est... Parce que parfois, vous voyez le matin, vous dites « Ah ouais, quand même ». Oui, bien sûr, parce qu'il y a un niveau, et c'est pour ça que la réaction initiale assez unanime était un signe important, était un geste important, parce que je crois qu'une ligne a été franchie dans ce dessin. Je n'étais pas la première. Vous parliez de Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem également, et d'autres. Mais là, il y a quelque chose, je pense, à travers l'instrumentalisation de l'histoire de l'esclavage, crime contre l'humanité. Quelques semaines avant, notre collègue Younous Omarjee avait permis un vote au Parlement européen pour la reconnaissance de ce crime contre l'humanité, après ce qu'avait fait Christiane Taubira. Et donc là, ça a touché à quelque chose de particulièrement sensible. Mais c'est vrai que il y a un sentiment de fatigue et d'usure, parce que c'est aussi ça qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est notre silence et notre invisibilisation. Je dis notre au sens de ce que des femmes noires ou racisées en politique peuvent représenter, et surtout, je pense, ce qu'on a à dire et le contenu de ce qu'on a à dire. C'est ça qui est visé. Donc, je pense que moi, ce que je ressens surtout, c'est que je le comprends aussi comme une réaction à un mouvement bien plus large, un mouvement d'hommes et de femmes et de jeunes et de plus âgés, mais aussi beaucoup dans la jeunesse, qui a pris la parole et ne va pas la lâcher. Et ce sont les milliers de personnes qui étaient dans la rue en juin dernier, à la fois en solidarité avec les victimes de violences policières, mais aussi en exprimant leur rejet et surtout leur détermination à ce que cesse le racisme systémique. Et donc, en fait, on a une réaction conservatrice, d'extrême droite, même du gouvernement, qui a traité de tous les noms ces mouvements. Mais du coup, je le comprends aussi comme ça, et c'est ça qui fait que, au lieu de me décourager, moi, ça m'encourage, parce qu'il y a ce mouvement et il y a cette mobilisation collective. Alors le gouvernement, justement, qui reprend une terminologie d'extrême droite, justement, je reviens à Valeurs Actuelles, qui dans ce même numéro, décidément, c'est carton plein, titre sur l'ensauvagement de la France. Cette une, vous l'avez vu, j'imagine. Alors on ne va pas faire l'émission sur VA, sur Valeurs Actuelles, mais vous, ce terme, il vous inspire quoi ? Et c'est intéressant, Valeurs Actuelles, comme organe de l'extrême droite, parce que au-delà des personnes... C'est un organe de l'extrême droite. Clairement. Alors, quel que soit comment s'identifient les personnes qui composent ces structures, de fait, c'est aujourd'hui un des sas où passent, y compris où sont recyclés pour la dédiabolisation, un certain nombre de militants d'extrême droite ou de droite extrême. Mais ça symbolise justement ce passage-là vers, y compris le journalisme ou l'espace médiatique beaucoup plus légitime. C'est un déni bien français malgré les preuves qui s'accumulent, les preuves par l'image. Samedi encore, un homme a été tabassé pendant de longues minutes, plus de 5 minutes, par 3 policiers dans le 17e arrondissement de Paris. Les images sont insoutenables. La victime s'appelle Michel. Il est producteur, il est noir. Il affirme que pendant son passage à tabac, les policiers l'ont traité de sale nègre. On voit ici une grenade lacrymo jetée dans son local. Ces images ont été révélées par le média Loopsider et le journaliste David Perrotin qui est avec nous ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Je te tutoie car tu écris aussi pour Mediapart et donc on se connaît. Et pour en parler aussi, on avait envie de prendre un peu de hauteur et de questionner le traitement réservé aux Noirs en France avec vous, Mame Fatou Niang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh où vous enseignez la littérature française et francophone. Vous êtes franco-sénégalaise. Oui. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. D'abord, Mame, votre réaction à ces images? Alors, je n'ai pas vu les images, je n'ai pas voulu les voir parce que j'ai pour moi, ce sont des images assez insoutenables de ces souffrances, de ce lynchage, parce que du coup, pour le coup, on peut utiliser ce mot qui aujourd'hui est très galvaudé, que je refuse de voir, de Rio à Dakar, aux États-Unis. Mais je trouve que dans le contexte actuel aujourd'hui en France de la discussion qu'il y a autour de la loi sécurité globale, ce sont des images qui ont frappé. Qui sont importantes à avoir et qui, j'espère, vont participer à ouvrir les yeux de beaucoup. Mais c'est une réalité qui ne m'étonne pas, je ne suis pas surprise, hélas. David, est-ce que tu as des nouvelles de Michel? Comment va-t-il?
Alors, en fait, la particularité de son état, c'est que moi, quand je l'ai interviewé, c'était mardi. Il allait mal, si je puis dire, mais en tout cas suffisamment bien pour faire une interview. Et en fait, il a fait un malaise mercredi soir. Il a dû se rendre à l'hôpital, être hospitalisé. Il est sorti juste aujourd'hui, avant d'aller déposer plainte auprès de l'IGPN. Et à l'issue de son tabassage, le médecin qui lui a vu lui a prescrit 6 jours d'ITT. 6 jours d'ITT qui, ça paraît faible quand on regarde les images. Oui. Son avocate a demandé une réévaluation parce que voilà, ils estiment que ça a été sous-évalué, notamment par le fait qu'il n'a pas subi beaucoup d'examens le jour où il a été admis aux UMJ. Donc, par exemple, le scanner a été fait hier et pas au moment où il a été vu la première fois par des médecins. Donc, il est probable que ce soit réévalué. Alors, cette vidéo, elle a été vue, ne serait-ce que sur Twitter, plus de 4 millions de fois. C'est énorme. Comment est-ce que tu expliques que ça soit à ce point, ça fasse à ce point événement? Les JT en font leur ouverture. C'est rarissime quand il s'agit de violences policières. C'est vrai, je me suis beaucoup posé la question aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 éléments qui peuvent expliquer qu'il y ait une réception si importante de cette vidéo. La première chose, c'est que en fait, c'est peut-être l'une des premières fois où on peut raconter une scène de violence policière du début à la fin. C'est-à-dire que souvent, les autorités ou les forces de l'ordre mettent en avant l'idée que une vidéo, on peut dire ce qu'on veut avec, elle est coupée, il peut manquer des éléments de contexte. Et là, en réalité, c'est que avec les vidéos extérieures et les vidéos intérieures qu'on a diffusées, on retrace de A à Z ce qui a pu se passer. Donc je pense que ça, c'est un élément qui crédite la parole de la victime totalement, alors généralement on met souvent en cause la parole des victimes de violences policières. Et peut-être que la deuxième chose, je dirais, c'est on arrive à un moment où on a l'impression qu'on a une affaire de violence policière par semaine, que ça n'a jamais été aussi vif dans la société, et peut-être que l'opinion publique arrive à saturation et se dit maintenant ça suffit. Et pourtant, on entend déjà, par exemple, un syndicat de police tout à l'heure sur une chaîne d'info, dire oui, bon, quand même, on aimerait connaître le contexte, ce qu'il s'est passé avant ce qu'on voit, c'est-à-dire le tabassage dans le local, ce qui s'est passé dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? En fait, moi, tout ce que je peux répondre, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur les violences policières et il y a à chaque fois, systématiquement, une mécanique qui se met en place dès qu'on diffuse des témoignages de victimes de violences policières. Et souvent, ça va être de criminaliser la victime. Donc on va partir du principe qu'il y a un contexte qui prévaut ou qu'a pu faire la victime. Alors que la réalité, c'est que quand la presse sort ces éléments, on vérifie. C'est-à-dire que moi, j'ai évidemment que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans la rue, par exemple. Sauf que quand on compare avec les PV d'interpellation et d'intervention, les policiers mentionnent aucune violence dans la rue. Ils vont vers lui et les violences s'enclenchent dans le local. Et à aucun moment, lui, la victime, n'a de gestes violents à l'égard des forces de l'ordre. Donc il y a ça. Et il y a aussi l'idée, par exemple, on va toujours chercher des antécédents, on va disséquer le casier judiciaire, etc. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, la violence, pour qu'elle soit légitime des forces de l'ordre, elle doit être nécessaire et proportionnée. Donc ça veut dire que c'est un tenté où on doit estimer, est-ce que les policiers, à ce moment-là, quand ils rouent de coups une personne, est-ce qu'ils se défendent ? La réalité, c'est que dans l'intégralité des images qu'on diffuse, rien ne justifie ces violences. Alors, Gérald Darmanin a tweeté. Il a beaucoup fait ces derniers jours pour tenter de rattraper le coup. Là, il dit qu'il se félicite que l'IGPN ait été saisi par la justice. Et surtout, il explique qu'il a demandé au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. On est donc jeudi. Alors, outre le fait qu'il n'y a pas un mot pour les victimes, je dis les parce qu'il y a Michel et les jeunes qui étaient au studio avec lui, qui s'en sont pris quelques-unes quand même. On apprend donc que les policiers étaient toujours en exercice depuis donc les faits samedi soir. C'est ça. Et la connaissance de ces faits, elle date de quand ? En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que moi, j'ai connaissance de ces images lundi. Et je sais que les policiers, le service d'enquête, ont connaissance de ces images aussi lundi parce qu'il y a une perquisition dans les locaux de la victime, parce qu'au début, elle est poursuivie. C'est-à-dire qu'elle est poursuivie pour outrage et rébellion. Donc, il y a une perquisition, ils récupèrent les vidéos, ils constatent que les violences, et c'est que par la suite que le parquet, donc mardi, décide de classer sans suite les poursuites contre la victime et d'ouvrir une enquête contre les policiers. Donc ça veut dire que les policiers, et notamment donc la préfecture de police de Paris, a connaissance des faits de violence des policiers depuis lundi, mais entre lundi et aujourd'hui,
aucun gradé de la préfecture, personne n'a estimé qu'il était peut-être dangereux d'avoir ces 3 policiers exercer sur la voie publique tout ce laps de temps. Il y a quelque chose que dit Michel dans ton enquête qui est important dans le contexte, on l'écoute. Sans ces images-là, moi je suis en prison aujourd'hui. Je suis en prison et mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime auraient pensé que, comme le disent les policiers dans leur déclaration, que j'ai voulu prendre leur arme, que je leur ai mis des coups. Et j'ai entendu caméra, caméra. C'est les passants qui filmaient par leur fenêtre. C'est quoi ce bordel? Et dès que j'ai entendu le policier dire caméra, caméra, on est filmé, ils ont arrêté de me frapper. Voilà, donc il n'est pas inutile de souligner que les images sont importantes. À un moment où on vient d'être voté en première lecture une loi qui est voulue par le gouvernement et qui vise à dissuader de filmer et de diffuser des images de la police dans l'exercice de ses fonctions, elles sont indispensables, ces images, et on en a la preuve dans ton enquête et dans cette affaire, car elles sont totalement en contradiction avec ce que les policiers disent dans leur PV d'interpellation. C'est ça, c'est que... alors, il y a les images accablantes de la vidéosurveillance, mais on a aussi travaillé sur les nombreuses images prises par les voisins, qui racontent aussi des éléments très importants de toute cette intervention, parce que donc c'est là quand on compare avec les déclarations des policiers, on voit que tout est faux. Les policiers disent qu'il a tenté de prendre leur arme, qu'il les a frappés à plusieurs reprises, etc. Donc du coup, on peut constater que tout est falsifié. Donc c'est un faux en écriture publique. Et aussi ces images, pour en revenir à l'actualité, c'est-à-dire que on nous dit souvent les images, oui, il n'y a qu'à les transmettre au procureur, oui, mais il n'y a qu'à là où alors c'est des images de vidéosurveillance, on aurait pu, le parquet l'aurait eu. La réalité, c'est que dans cette affaire, on a travaillé sur 20 minutes d'images, donc la vidéosurveillance, mais aussi après, et que c'est une personne par-ci, une personne par-là qui a pris la vidéo, que évidemment que pour reconnaître les forces de l'ordre, on ne va pas les flouter, et que un voisin ne va pas envoyer au ministre de l'Intérieur ou au procureur ces vidéos. Donc il faut laisser cette liberté-là de pouvoir filmer les forces de l'ordre, parce que dans cette affaire, sans ces images, comme le dit Michel, il serait certainement en prison. David, ton enquête a fait énormément réagir. On est allé rencontrer tout à l'heure Lilian Thuram qui publie La Pensée Blanche. Lui aussi a vu donc les images et voici sa réaction. Mais moi, en regardant la vidéo tout au début, je me suis dit, mais c'est une arnaque, c'est pas des vrais policiers en fait. C'est quelqu'un qui lui en veut personnellement, qui veut le violenter. Et c'est pas normal qu'on puisse vivre dans une société où on a perdu confiance dans la police. Parce qu'encore une fois, si on doit avoir confiance dans une institution, c'est bien la police quand même. Et donc on peut pas légitimer ça. Ce n'est pas juste que moi, par exemple, qui ai eu la chance d'avoir connu la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, qui est quelqu'un de, je dirais, respecté dans l'espace public, que je dois éduquer mes enfants en leur disant faites très très attention les enfants. Vous savez, vous pouvez tomber sur des policiers qui ne rêvent qu'une chose, de vous agresser. Donc quand il se passe quelque chose, restez calme, tranquille, ne répondez pas. Surtout, vous ne répondez pas. Parce que vous n'aurez pas raison face à la police. Donc vous devez rester calme. Et je pense que c'est juste d'une grande tristesse, en fait, que je dois discuter de ces sujets avec mes enfants. Vous avez écrit un livre sur la pensée blanche. À chaque fois qu'on a des débats sur les violences policières en France, souvent on dit oui, mais ça concerne d'abord les États-Unis. C'est pas le cas chez nous. Quand il y a eu George Floyd, on a dit ça notamment. Est-ce qu'il y a une incapacité à voir le racisme structurel en France? Oui, il y a une incapacité, effectivement, à voir ce racisme structurel. Je pense qu'il est temps de grandir, en fait, de regarder les choses et de comprendre qu'effectivement, nous ne pouvons pas échapper à ce racisme structurel. Parce que c'est le fruit de notre histoire. Et effectivement, encore une fois, il y a des Français, des Françaises qui sont malheureusement... qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils ont un rapport avec la police. Mais ça, il faut le comprendre. C'est pas un vu de l'esprit, en fait. C'est une réalité. C'est-à-dire, moi-même, encore une fois, j'ai 48 ans, j'ai 2 garçons. Je leur parle, effectivement, qu'ils peuvent avoir des problèmes avec la police. Et donc, vous imaginez que nous sommes en train d'éduquer nos enfants
à penser qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans la police. Mais ce n'est pas juste, parce que, encore une fois, je pense que tout citoyen devrait avoir confiance dans la police. Et l'État doit garantir cette confiance-là. Et lorsque vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pouvez raconter à vos enfants ? C'est une personnalité publique condamnée plusieurs fois et qui, elle, n'a pas été dissoute. Éric Zemmour, condamné pour provocation à la discrimination raciale, à la haine religieuse envers les musulmans. Et pourtant, le polémiste officie toujours sur CNews et ce n'est pas prêt de finir. Salut David. Salut. Bienvenue d'ailleurs à Mediapart et sur le plateau d'Alerte Libre. C'est ton deuxième jour au journal. Alors, je dis que ce n'est pas prêt de finir parce que tu révèles des documents dans lesquels la direction de Canal+ soutient plus que jamais Éric Zemmour, notamment après ses propos sur les mineurs isolés. Il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Alors, ces propos ont fait l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et injures publiques racistes. Et pourtant, David, ça ne pose aucun problème à la direction, bien au contraire. C'est ça, en fait, on révèle un procès-verbal du comité social et économique qui s'est réuni le 7 octobre. Donc, en fait, quelques jours après l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et quelques jours après les propos tenus par Zemmour. Et là, en fait, on voit que c'est une réunion assez vive parce que le directeur général, Franck Cadoret, le directeur général du groupe Canal+, est interrogé par des syndicalistes sur est-ce qu'on va laisser pendant encore longtemps Éric Zemmour tenir ce genre de propos. Et on voit qu'il défend Zemmour, il défend son embauche, mais il va beaucoup plus loin parce qu'il partage et défend les thèses d'Éric Zemmour lors de cette réunion. On peut regarder peut-être le procès verbal, on en a gardé quelques extraits, voilà, il va s'afficher, donc 7 octobre 2020. Et voilà, donc alors d'une part, la ligne éditoriale de CNews est variée et fait appel à des personnes de gauche et des personnes qui défendent la nation comme Éric Zemmour. Franck Cadoret explique qu'il ne voit pas en quoi les propos sont racistes. Et puis il développe aussi tout un raisonnement sur le papa de ce jeune homme qui est au Pakistan, qui n'est pas un état de guerre. Les mineurs isolés sont acceptés lorsqu'ils viennent d'un pays en guerre tel que la Syrie. Voilà, et puis il conclut d'ailleurs en disant, Franck Cadoret, qu'il n'aurait pas fallu accepter cette personne pakistanaise qui a découpé en morceaux 3 petits points. Et là, il fait référence au jeune homme qui est allé commettre un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Oui, c'est ça, c'est que, pour résumer, le directeur général du groupe Canal+ estime que Éric Zemmour n'est pas raciste, qu'il n'est pas d'extrême droite, que c'est un homme brillant, et alors qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées après les propos d'Éric Zemmour, il y a eu une enquête ouverte par le parquet de Paris, et la direction générale du Canal+, elle, estime, avant même l'issue de ces enquêtes, qu'il n'y a rien de raciste. Qu'il n'y a rien de raciste, bien au contraire. Est-ce que c'est la première fois que Zemmour est soutenu comme ça par la chaîne, puisque c'est pas son premier débordement? Alors, c'est pas la première fois que le groupe Canal+ réagit ou la direction de CNews, mais jusqu'à présent, il y avait un élément de langage qui était sans cesse repris, c'est de dire CNews, c'est la chaîne de toutes les opinions, donc on met en avant la liberté d'expression et la liberté d'opinion. C'était le seul argument qui était avancé par les différents directeurs. Là, c'est la première fois qu'on a la direction du groupe Canal qui va beaucoup plus loin en justifiant, en soutenant les thèses d'Éric Zemmour, en défendant sa place, mais aussi ses idées. Et comment est-ce que les salariés ou les représentants du personnel ont réagi en interne ? Alors en interne, ils relatent une réunion où ils disent avoir été choqués, surpris. Il y a aussi une certaine peur qui se développe au sein du groupe Canal+, parce que même des syndicalistes protégés ont refusé de me parler en on, à visage découvert. Et après, il y a aussi, ils se disent surpris parce qu'ils s'attendaient vraiment à une position de la direction assez lisse, politiquement correcte, en disant voilà, c'est une liberté d'opinion. Et en fait, là où ils se disent surpris, c'est que c'est le procès-verbal qu'on révèle, il n'a pas été amendé par la direction, qui aurait très bien pu ajouter un correctif en disant ce sont les opinions personnelles du directeur général, ça ne reflète pas la position du groupe. Il n'a pas été amendé, au contraire, il a été validé tel quel. Donc ils estiment que c'est la position officielle du groupe Canal+, et là, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Alors l'ironie du sort, c'est que Éric Zemmour avait été licencié d'ITélé
pour ce genre de propos, qu'il avait obtenu des dommages et intérêts au prud'homme et qu'il a réussi à se faire réengager par Canal+ pour tenir le même genre de propos. Merci David, on lit ton enquête dès ce soir donc dans Mediapart et bienvenue à nouveau. Et cette agression, accompagnée, selon le témoignage de Michel Zecler, d'insultes racistes de la part des policiers, a été largement condamnée, y compris d'ailleurs au plus haut sommet de l'État, jusqu'à Emmanuel Macron, le président, qui a parlé d'une agression inacceptable. Ce sont ses mots. David, dans cette affaire, on a beaucoup et assez légitimement en réalité parlé de Michel Zecler, bien sûr, mais avec lui, ce jour-là, dans le studio, il y avait 9 jeunes hommes. On les voyait d'ailleurs dans ton reportage parler brièvement. Ces jeunes, tu les as plus longuement rencontrés hier et pour la première fois, ils t'ont raconté en détail cette agression. Oui, avec Yumni Kezouf, on est allé au studio de Michel Zecler, là où le producteur a été tabassé par 3 policiers. Pendant ce déchaînement de violence capté par son système de vidéosurveillance, 9 de ces artistes étaient en train d'enregistrer une musique au sous-sol. Quand ils ont entendu des hurlements de Zecler, on a rencontré 2 des jeunes présents dans ce studio. Ce soir-là, Wensley et Goten, qui ont bien voulu témoigner. Là, j'entends à l'aide, laissez-moi tranquille, etc. Et là, la porte, elle est fermée, c'est ça? Cette porte-là, elle était fermée. Et on savait pas ce qui se passait. Du coup, on était tous là, on était toutes les personnes qui étaient dans le studio, on était tous là, les 8, à pousser la porte pour essayer de voir en fait ce qui se passait. Et à un moment donné, on a réussi à ouvrir la porte un tout petit peu. Et on a vu que c'était des policiers. On a vu un uniforme. On a vu que c'était des policiers qui tapaient Michel. Au premier coup, moi, je me suis pas dit que c'était des policiers. Je me suis dit peut-être qu'ils se font agresser ou... Jamais j'aurais pensé que c'était des policiers, en fait. Ils nous ont bloqués. On le voit dans la vidéo. Ils sont mis devant la porte pour qu'on puisse pas l'ouvrir. Ah, ouvrez, wesh! Ah, ouvrez, wesh! Du coup, ils frappaient Michel sur cette porte-là. Et nous, ils nous bloquaient. Il y en a 2 qui nous bloquaient pour qu'on puisse pas ouvrir la porte, en gros, pour aider Michel. J'arrivais pas à comprendre, parce que je le voyais en sang, sa tête trouée. Et j'avais jamais vu Michel dans un état pareil. Et Michel, le gaillard, le costaud, se retrouve tête trouée, en sang. Devant moi, ça me faisait quelque chose, quoi. Les jeunes parviennent alors à pousser la porte et font fuir les policiers dehors. Mais quelques minutes après, l'un des agents lance une grenade lacrymogène dans le sas, ce qui provoque une nouvelle montée de panique. Les jeunes fuient se réfugier au sous-sol. La lacrymogène prenait à la gorge, en fait. On a fermé toutes les portes, les plusieurs portes qui mènent à cette pièce. On s'est tous réfugiés ici. Il y en a qui sont partis se réfugier en cabine. Et en fait, nous, on était encore dans l'incompréhension, mais on n'avait qu'un seul choix, c'est d'attendre les policiers, en fait, qui viennent nous chercher. Mais à ce moment-là, toi, tu avais peur, tu pensais à quoi? Tu disais que tu risquais quelque chose ou que de toute façon, c'était des policiers, donc ça allait aller? Non, franchement, j'avais pas confiance du tout. Je savais déjà que l'histoire était bizarre dès le début, en fait. Elle était bizarre dès le début et je me suis dit que déjà, j'ai voulu appeler mon frère pour lui dire que clairement, j'allais pas rentrer tout de suite. C'était sûr. Après quelques minutes d'attente, peu de minutes, ils sont descendus nous chercher. Donc, nous ont demandé de mettre les mains en l'air, les bras en évidence, ils nous ont mis en joue. Et à ce moment-là, j'avais peur quand même, parce que en fait, le premier policier qui est rentré, avec son arme, nous a pointé. Ça se voyait qu'il n'était pas serein, en fait. Même lui, il avait peur, on dirait qu'il avait peur de nous. Et je me suis dit que là, à ce moment-là, s'il tire, c'est fini pour l'un d'entre nous, en fait. Clairement. En vrai, j'ai pleuré, parce que je comprenais pas. Je pensais que c'était bien plus grave que ce qui s'est passé. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir, en fait. Je pensais que Michel, quand j'étais dans la voiture, je pensais que Michel allait succomber. Et ça me faisait mal, parce que Michel n'avait rien fait. Et je savais que Michel n'avait rien fait. Les jeunes sont ensuite emmenés au commissariat du 17e arrondissement. Et cette fois-ci, les insultes remplacent les coups qu'ils ont reçus lors de l'interpellation. Et selon plusieurs jeunes, l'un des fonctionnaires aurait même tenu des propos racistes. On discutait avec eux, ils étaient beaucoup à nous garder. On discutait avec eux, ils nous dévisageaient. Ils disaient qu'en gros, on est des merdes, etc. On ne veut pas aller bien loin dans la vie. On disait, mais pourquoi en fait, vous faites tout ça? Ils ne savaient pas quoi répondre.
c'était bouche bée à cette question. Il y avait des policiers qui étaient calmes, qui parlaient pas, mais il y en avait d'autres qui avaient des propos choquants quand même. Qui disaient oui, c'est toujours vous les nègres, toujours vous les nègres, la preuve, enfin n'importe quoi en fait, ils disaient n'importe quoi. Ils ont utilisé le mot nègre au commissariat? Oui, il y a un policier qui a utilisé ce mot clairement. Tu l'as entendu toi distinctement? Oui, distinctement. Ouais. Il le disait dans quel contexte? Il disait quoi exactement? En fait, c'était pour nous désigner, nous en fait, l'ensemble des personnes qui avaient été embarquées en fait, en disant que c'est dans ces histoires-là, c'est toujours nous, alors que là, clairement, en fait, on n'avait rien fait du tout. On a été embarqués pour rien, clairement pour rien. Et si la plupart des jeunes qu'on voit dans le reportage, et même les 9, ont jusqu'à présent refusé de s'exprimer, c'est parce qu'ils se disent tous choqués, même traumatisés. Wensley, par exemple, qu'on voit dans le reportage, nous a dit qu'il n'arrivait pas à dormir des semaines après les faits. Et lui nous dit aussi qu'il cherche surtout à comprendre. Il a une question qui lui revient, c'est pourquoi les policiers s'en sont pris à eux de cette manière. Est-ce que vous savez pourquoi les policiers ils ont agi comme ça ce jour-là? Non. C'est à eux de nous dire. Moi, c'est à eux de nous dire. Je ne vais pas m'imaginer des choses ou quoi. C'est à eux de nous dire pourquoi, comment ils ont atterri ici. Et c'était quoi ton regard sur la police avant? Mon regard n'était pas, on va dire, rose. Mais là, aujourd'hui, il est encore moins. Je veux pas attiser la haine ou quoi, mais franchement, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de même une voiture de police qui passe à côté de soi, on marche dans la rue et on sait qu'ils nous regardent, alors que, enfin, moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Mais on sait, en fait, qu'ils nous ont à l'œil. Les jours qui suivaient ce qui s'est passé, parce que j'arrivais pas à dormir. Et même quand je suis revenu au studio après l'événement, j'étais fou en fait, parce que je revenais, je montais, je faisais des allers-retours en fait pour voir en fait ce qui se passait dans le sas. Mais même s'il y avait rien, mais j'étais quand même, on va dire, focus. Et bon, aujourd'hui ça va, j'arrive à, on va dire, tourner la page, parce que j'estime qu'il faut pas trop rester sur ça, sinon je vais être bloqué. Donc c'est de me changer les idées, de faire autre chose, etc. Même avec tout ce qu'on a, je sais même pas si on aura gain de cause dans l'enquête qui se passe. Ça me fait peur un peu pour l'avenir, pour ma famille, pour mes enfants, pour d'autres personnes aussi à qui une histoire comme ça peut arriver. Et je sais qu'il y en a. Dieu merci, on avait les caméras ici, mais tous les jours dehors, il y a des gens qui se font frapper et qui n'ont pas les moyens de revendiquer leurs droits. Donc voilà, c'est compliqué un peu aujourd'hui, la France. Est-ce qu'aujourd'hui tu as peur de la police? Ce serait mentir de dire que j'ai pas peur. Parce que ils sont quand même armés, quand même imposants physiquement. On va dire que je peux les regarder dans les yeux. Mais s'ils commencent à, on va dire, à avoir peur de moi ou de ce que je peux faire, là, moi aussi j'aurais peur d'eux. Parce que c'est des gens, je sais pas comment ils peuvent réagir en fait. C'est quoi le sentiment que tu as par rapport à la police aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à la police, clairement, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Limite, j'ai peur quand je les vois. J'ai peur quand je les vois. Parce que je me dis que je suis pas en sécurité, en fait. Clairement, le contraire. Je devrais me dire que je suis en sécurité, mais non. C'est tout le contraire. T'attends quoi de la justice aujourd'hui? J'attends clairement qu'elle fasse son travail. En toute parité, donc qu'elle exerce son travail de juger les gens comme on est tous égaux à la même enseigne, sans se dire que oui, ce sont des policiers, donc eux, on va être gentil avec eux. Non, c'est pareil pour tout le monde en fait. C'est pareil pour tout le monde. Si moi, demain, il m'arrive de frapper un policier, outrage à agent, je vais prendre une peine exemplaire.
J'aimerais qu'il arrive la même chose en fait. Les images ont été vues des millions de fois et elles ont particulièrement choqué. Celle du producteur de musique Michel Zecler, passé à tabac par des policiers dans son studio le 21 novembre dernier. Salut David, c'est toi qui avais révélé cette affaire à Loopsider et depuis tu es resté en contact avec Michel Zecler. 2 mois après les faits, il reprend donc la parole pour la première fois. Oui, Michel a accepté de revenir sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, sur sa vie, sur ses difficultés et sur ce qu'il attend de la suite. Avec Youmni Kezouf, on avait rendez-vous dans un château du Val d'Oise, dans le cadre d'un tournage d'un clip de rap dirigé par son associé Valérie Atlan. Alors je précise que Michel est toujours en arrêt de travail, mais il est là en tant qu'observateur passionné, et pour ne pas devenir fou, nous a-t-il dit. Car même s'il se mêle de l'esthétique du clip, il ne peut toujours pas travailler, ses blessures sont importantes. En plus d'une grave plaie au crâne qu'il avait eue à l'époque, il a aujourd'hui le tendon du bras sectionné. Il doit porter en permanence une prothèse de rééducation et est encore sous antidouleur. Et les blessures ne sont pas que physiques. Tout ce qui est visible, j'ai envie de vous dire que tout ce qui est visible va un petit peu mieux avec le temps. Après, les réels problèmes que je rencontre sont ceux que j'attendais pas finalement. C'est plus, ça se passe plus dans la tête qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire ? Là, je suis suivi par un psychiatre. Et je ne cache pas que ça me gêne un peu d'en parler, mais c'est que c'est pas facile en fait psychologiquement. Il y a toujours certaines craintes que j'ai et que je ne maîtrise pas en fait. Un exemple, c'est que la dernière fois, j'ai des policiers qui sont venus me demander un renseignement de manière très polie. Mais j'avoue, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'uniforme, mon cœur il s'est mis à s'emballer un petit peu. C'est des réactions que je ne maîtrise pas forcément. Mais voilà, c'est dû à ça, quoi. Il faut pouvoir arranger ce qu'on ne voit pas. Et c'est un petit peu plus compliqué que le reste. Je me demande souvent, vu que pour réparer, pour me soigner, on me dit il faut que tu oublies. De l'autre côté, la justice a besoin de faire son travail, donc on me demande de me replonger là-dedans, de regarder encore ces images qui me font énormément de mal. Donc c'est pour la justice, donc je fais le truc, mais au bout d'un moment, à quel moment moi je peux réellement me soigner, réellement? Je voudrais tourner la page. Moi, si j'attends quelque chose aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement tourner la page. C'est que j'aimerais, après je suis peut-être un rêveur, mais j'aimerais que quand même on arrive à se rendre compte que ils ont peut-être fait un peu plus que déconner, quoi. Et si Michel Zecler parle de policiers qui déconnent, c'est qu'il fait référence aux propos du ministre de l'Intérieur. C'était le soir même de la révélation des faits au JT de France 2. Le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ce terme-là employé par un ministre? Je comprends pas. Moi, je suis victime, moi, il n'est pas venu me voir. J'ai rien demandé, moi, à la base. 2 mois après, plus que les coups, ce que Michel Zecler retient surtout, c'est la motivation raciste qui pour lui est évidente. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu un noir habillé avec un sweat à capuche et une veste en cuir. Et à partir de ce moment-là, c'est un problème dans leur tête à eux. Ce n'est pas un problème pour tout le monde, mais pour eux, ça a été un problème. Si vous pouviez discuter avec les 3 policiers, vous leur diriez quoi? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez agressé? Je leur dirais aussi, vu que par la force des choses, ils ont fini par avouer la vérité, donc qu'ils ont abusé en me mettant des coups, qu'ils ont été un petit peu loin, qu'ils demandent des excuses, tout ça, avouez aussi ce qu'on ne peut pas entendre sur la vidéo. Avouez que les insultes, ces insultes-là m'ont fait plus mal que les coups. Vous me regardez dans les yeux, on est en 2020, et vous me traitez de sale nègre. Moi, personnellement, je ne suis pas un sale nègre. C'est ce qu'ils m'ont dit en me regardant dans les yeux. Assumez ce truc-là aussi. Parce que c'est très grave. C'est bon maintenant, vous avez menti sur tout, sur toute la longueur.
Là, vous êtes pris la main dans le sac. Reconnaissez vos torts. Puis j'ai envie de dire aussi à ceux qui les défendent, parce que honnêtement, ça, j'arrive pas à le comprendre. Les gens qui défendent ces policiers-là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Les gens qui... je lis des choses où je me dis comment on arrive, en tant que Français, à se dire, à trouver des circonstances. Ah oui, mais il a dû sans doute faire un truc avant. Qu'est-ce que j'aurais fait avant pour mériter ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avant pour mériter ça? On attend que les gens passent, on ferme la porte, et puis on massacre ce sale nègre, parce que c'est les termes qu'ils ont employés. Comment vous pouvez essayer de défendre des gens comme ça? Non, même si c'est des collègues, vous avez merdé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de collègues à eux qui disent, à cause de ces gens-là, on a honte d'être policier. Mais vous ne devriez pas avoir honte d'être policier, il faut juste les dégager, ceux-là. Alors, on précise que les policiers poursuivis démentent avoir tenu des propos racistes. Mais dans cette affaire, il y a un élément qui a particulièrement choqué. Ce sont les 6 jours d'ITT que le médecin qui a examiné Michel Zecler en garde à vue a décidé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il en a 30 fois plus, puisqu'il a 180 jours d'ITT. Après, moi, sur le coup, 6 jours d'ITT, honnêtement, ça ne m'a pas choqué, je ne savais pas, en fait. Donc moi, il me dit 6 jours d'ITT, finalement, c'est un médecin qui est en face de moi, ou en tout cas quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Donc, quelque part, il y a cette confiance aussi où je me dis, c'est peut-être normal, en fait. Après, où j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand j'ai vu qu'il a donné 5 jours aux policiers. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et finalement, tout ce que ça fait, c'est que ça fait peur, en fait. Aujourd'hui, Michel Zecler ne sait toujours pas pourquoi ces policiers l'ont agressé. Est-ce que vous savez pourquoi, ce soir-là, ils s'en sont pris à vous? Aujourd'hui, je ne le sais toujours pas, c'est pour ça que j'attends la confrontation au final. En même temps, je vous dis ça, je l'attends sans l'attendre en vrai, parce que comment ça va se passer quand je vais me retrouver face à eux? Je ne sais pas, vu que je vois, que je me redécouvre carrément intérieurement. Donc je ne sais pas déjà comment je peux vivre ça. Michel Zecler a une autre interrogation. Lorsqu'il a été interpellé à l'extérieur de son studio, il a été de nouveau tabassé devant plus d'une dizaine de policiers qui ne sont pas intervenus et aucun d'entre eux n'a pour l'heure été inquiété par la justice. La loi, après je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il y a un truc non-assistance à personne en danger, chose que j'étais à ce moment-là, menotté. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Et je trouve que c'est pas normal, par exemple, que personne n'ait été inquiété par rapport à ça. Je trouve que c'est pas normal que des policiers qui sont là pour nous défendre puissent assister à un tabassage d'une personne, même sans savoir l'histoire. On va voir son collègue, qu'est-ce que tu fais? Arrête, il est menotté. Il n'y a plus de danger, finalement. Pourquoi tu continues à le tabasser? Malgré cette agression, Michel Zecler n'a aucune amertume. S'il reconnaît qu'il y a un problème avec les violences policières et la confiance rompue entre la police et la population, il insiste vraiment pour dire qu'il ne faut pas généraliser. Moi, vraiment, je ne mets pas tous les policiers dans le même sac. Moi, j'ai énormément de messages via les réseaux de policiers qui me disent je suis désolé, alors qu'ils n'ont rien à voir. Qui me disent... et puis d'ailleurs, même dans les reportages aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de policiers qui dénoncent aussi les mauvais policiers qu'il y a autour d'eux. Michel Zecler attend une chose aujourd'hui, c'est que les policiers soient jugés et punis comme lui l'aurait été s'il s'était rendu coupable des mêmes faits. Vous savez, la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, au final, on est là-dedans. Donc la liberté, je la savoure aujourd'hui. La fraternité, honnêtement, je la ressens de plus en plus parce que le soutien que m'apporte tout le monde est assez incroyable. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça m'aide beaucoup aussi à tenir. Je voudrais que l'égalité soit pareille. Vous attendez quoi aujourd'hui? J'aimerais me retrouver moi déjà. Et puis j'aimerais que justice se fasse. Vraiment. J'aimerais qu'on puisse être fier à se dire que quand quelqu'un faute, il est puni, qui que ce soit.
Là, malheureusement, on parle de policiers, c'est 2 fois plus grave. L'égalité. Il faut qu'on puisse se dire que les valeurs de la France sont respectées. Et mon premier invité, c'est vous, Hugo Pallietta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et directeur de publication de la revue en ligne Contretemps. Vous avez publié en 2018 La possibilité du fascisme, je le montre, ce livre aux éditions La Découverte. France, la trajectoire du désastre, c'est le sous-titre. Et si nous vous invitons aujourd'hui, c'est notamment à cause de ça. En plein débat sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, débattra en direct avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. C'est donc demain soir sur France 2, grand débat, nous dit-on, entre la présidente du Rassemblement national, parti d'extrême droite, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy, à la droite de la droite. Hugo Pallietta, est-ce que demain soir, vous serez devant votre télé pour regarder ce grand débat ? Pour tout vous dire, je préférais m'épargner une tâche aussi désagréable. Mais je pense que je regarderai parce que ce débat, à mon sens, c'est un bon indicateur du degré d'avancement de la dynamique néofasciste en France, ou pour le dire un peu autrement, du degré de profondeur de l'imprégnation fasciste du champ politique français, même si de fait ce sera un faux débat. Ou ce que Bourdieu appelait des débats faussement vrais ou vraiment faux parce que les deux interlocuteurs seront en gros d'accord sur l'essentiel et que par ailleurs débat faussement vrai parce qu'ils débattront finalement de sujets qui sont au centre de l'attention médiatique, mais qui en réalité n'intéressent pas au premier chef les classes populaires qui se prennent, disons, dans la tête les licenciements de masse, la dégradation des services publics, notamment de santé, etc., etc. Ok, alors on va y revenir justement parce qu'on va développer tout ce que vous abordez, et c'est aussi ce que vous abordez dans ce livre. Ce débat, il est annoncé en tout cas comme un grand événement, un duel qui promet, nous dit Le Parisien, d'abord parce qu'il portera exclusivement sur les questions de sécurité, d'immigration et de séparatisme, qui semblent donc être la priorité du moment pour les Français en ces temps de crise sanitaire, si on en croit France 2 et le service public. Affrontement entre deux élus qui ne s'aiment pas, nous dit-on. Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on affirme que le combat de Darmanin contre les Le Pen n'est pas nouveau. Il est même à l'origine de son engagement en politique. La première fois qu'il vote en 2002, c'est au moment de la présidentielle, avec Jean-Marie Le Pen au second tour, raconte ses conseillers. Et dans le JDD, on apprend que la majorité mise sur Darmanin pour contrer Marine Le Pen, avec évidemment en tête la présidentielle de 2022 dans 14 mois. Hugo Pallietta, que nous dit cette mise en scène ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà décidé que le RN, le Rassemblement national, serait son seul et unique adversaire dans un an ? C'est vrai que ça fait un moment qu'il s'est choisi le RN comme en quelque sorte son meilleur ennemi, parce qu'il se dit qu'au deuxième tour, c'est confortable d'avoir l'extrême droite en face, parce qu'on peut appeler en quelque sorte les électeurs à éviter le danger que représente le Front National. Bon, le problème, c'est qu'on le fait en allant sur le terrain de l'extrême droite et que ce qu'on voit depuis près de 35 ans, en fait, c'est que plus on va sur le terrain de l'extrême droite et plus l'extrême droite progresse. Sur le temps long, c'est très frappant. Sur les 20 dernières années, c'est très marquant, puisqu'on est passé de 18% de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 à 34% en 2017 pour Marine Le Pen au deuxième tour, et elle est annoncée, dit-on, à 48% au second tour pour l'élection à venir. Par ailleurs, on le fait à travers un personnage qui dit s'être engagé en politique contre l'extrême droite, mais qui a été militant, ou en tout cas sympathisant, manifestement, de l'Action française. Et par ailleurs, qui s'est beaucoup engagé aux côtés d'un député homophobe et de la droite extrême qui était Christian Van Est, contre l'égalité des droits au début des années 2010, et qui a été très marqué par une homophobie. Son parcours politique est marqué centralement par cette homophobie dès disons, au début des années 2010. Voilà, alors justement, on va voir quelque chose qui est en résonance avec ce que vous dites. Vous savez, les enfants, ils jouent souvent au jeu des 7 différences. Nous, on a joué au jeu des ressemblances aujourd'hui, car Marine Le Pen et Gérald Darmanin, c'est une longue histoire, en effet, de convergence idéologique. Retour en 2013, vous l'avez dit, et au débat sur le mariage pour tous. Marine Le Pen, à l'époque, est contre. Mais je suis contre le mariage tout simplement parce que, précisément, je souhaite que la filiation reste le fait d'un papa et d'une maman. Et même si depuis Gérald Darmanin a changé d'avis, nous dit-il, en 2013, lui aussi était contre. Il allait même plus loin que Marine Le Pen, en défilant dans la rue, en route pour la manif pour tous, écrivait-il en janvier 2013. Idem sur la PMA, les deux sont contre. Mais le législateur se doit d'apporter une protection à l'enfant avant toute autre considération. L'enfant est le fruit d'un père et d'une mère.
Gérald Darmanin avait lui déposé un amendement contre en 2013. Depuis, il s'est rallié à la position du gouvernement. Il s'agit d'être honnête avec ses Économique et propres social. convictions. Mais j'ai mes convictions personnelles. Je viens de vous rappeler que j'avais. Vous êtes contre. Je viens de vous rappeler. Je viens de vous rappeler, Monsieur Bourdin, que j'avais moi-même déposé un amendement en 2013. Je n'ai même pas eu le temps de le dire vous-même. Est-ce que vous vous opposerez à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes pendant le quinquennat? Mais non, j'aurai à titre personnel des convictions, mais je respecterai, je serai très solidaire du gouvernement. Et rappelons quand même que la PMA pour les couples de femmes 8 ans après n'est toujours pas votée. Alors ça c'est pour les questions de société. Sur la question de l'islam, même combat. Les mots choisis pour combattre l'islam politique sont du même registre, la guerre. Si nous sommes en guerre, alors il faut déclarer cette idéologie ennemie de la France. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Du coup, pour eux, il faut, par exemple, interdire les minarets. Je crois qu'il faut, effectivement interdire les minarets, parce que les minarets, ce sont des symboles politiques en réalité. Marine Le Pen veut les interdire, Gérald Darmanin aussi l'a écrit noir sur blanc en 2016 dans son plaidoyer pour un islam français écrit pour la primaire de la droite. Page 60, il veut modifier le code de l'urbanisme pour permettre d'interdire notamment tout minaret. Et puis il y a le halal, Marine Le Pen est contre. La question que je pose sur la viande halal est à la fois une question de transparence pour les consommateurs, une question de lutte contre la souffrance animale, une question de sécurité alimentaire et une question de respect de la laïcité. Darmanin, lui aussi, est contre le halal, sans le dire très précisément. Ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Pas mal de combats communs, une rhétorique commune sur certains sujets, voilà qui nous promet un beau débat. Hugo Pallietta, est-ce que ces deux-là, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme disait Jacques Duclos en son temps? En grande partie, effectivement, du fait de l'extrême droitisation de la droite, qui date pas de Darmanin. Hein. En réalité, il y a même une assez longue histoire de ça. Hein. Depuis la montée, en fait, depuis l'émergence du Front National à une échelle un peu de masse au plan électoral, c'est-à-dire au début des années 80, on a vu la droite adopter plusieurs fois cette stratégie. Donc Chirac, Pasqua en 86, campagne très droitière et ils obtiennent le pouvoir grâce à ça. Chirac en 2002 d'ailleurs fait une campagne très droitière sur les questions d'insécurité ou de ce qu'on appelle l'insécurité. Sarkozy évidemment en 2007. Le résultat, c'est effectivement ce qu'on voit, c'est à la fois une droitisation de la droite ou une extrémisation de la droite et une extrême droite qui elle reste sur ses fondamentaux. Effectivement, ces thématiques reines, l'insécurité, l'immigration, l'islam, etc. Parce qu'en réalité, ce qui est en jeu dans cette affaire de loi séparatisme, etc., c'est pas l'islamisme. Si on parle du halal, si on parle des minarets, si on parle même du hijab, etc., on parle pas de l'islamisme, on parle de l'islam. On parle de gens qui expriment leur foi d'une manière, bon, par exemple en achetant de la viande halal, on peut pas considérer qu'on est en train de lutter contre l'islamisme ou le terrorisme djihadiste, etc., à travers ce genre de mesures. Donc en fait, on voit bien que ce qui est dans le viseur, des deux en l'occurrence, hein, effectivement, c'est l'islam et les musulmans qui sont constitués comme un ennemi de l'intérieur, comme une sorte de cinquième colonne, des traîtres à la patrie potentiels ou réels, et dont il faudrait s'occuper d'une certaine manière, et dont il faut restreindre les droits, parce que ce qui est en jeu dans cette loi, c'est une forme de... ce qu'on veut, c'est institutionnaliser une forme de ségrégation et de discrimination à l'encontre des musulmans et des musulmanes, plus ou moins sans le dire, parce qu'en fait, Darmanin sort un livre en ce moment centré en réalité autour de l'islam et des musulmans. Le rappeur Médine a déposé plainte la semaine dernière contre la députée En Marche Aurore Berger. Plainte annoncée sur Mediapart dans cet entretien avec Ismaël Bin. En cause des propos de la députée macroniste qu'il a qualifié de rappeur islamiste. Quand à l'ENS, l'école normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Médine qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, par exemple, dans notre pays. Est-ce que c'est légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre ? Alors Mathieu Magnodex et Youmni Kezouf ont rencontré Médine jeudi dernier dans son studio parisien. Le matin même, Aurore Berger venait de réagir à la plainte du rappeur sur CNews. Il a découvert la vidéo avec nous. Concernant vous personnellement, le rappeur Médine porte plainte contre vous. Il vous demande des excuses. Déjà, on est chez CNews. Qualifié de rappeur islamiste. Il dit c'est pas du tout mon idéologie. C'est une phrase qui a été sortie de son contexte. Est-ce que vous lui présentez ses excuses ce matin ? Alors non, je ne présenterai pas d'excuses ce matin.
c'est un sujet sérieux. On a malheureusement des terroristes islamistes qui ont frappé dans notre pays, qui ont tué un certain nombre de Français. Et encore une fois, par naïveté, par complaisance, par clientélisme, on a bien aussi choisi son permis intro. que ces théories puissent prospérer dans notre pays. Moi, la seule chose que j'ai dite, c'est quoi? C'est qu'on ne devait pas accepter cet entrisme à l'université ou dans nos grandes écoles, puisqu'il avait été invité à y faire une conférence, alors qu'il avait Que t'as pas regardé. dans ses paroles. Ma responsabilité en tant que député, c'est de dénoncer ces dérives qui sont extrêmement graves. La justice, c'est pas un bâillon. Et je refuse que ma liberté d'expression soit sapée par ceux qui, eux, ont considéré qu'il fallait appeler au meurtre contre les laïcs dans notre pays. Quel culot. Liberté d'expression. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire? La justice n'est pas un bâillon. Là, c'est vraiment le bâillon qui a tenté de me bâillonner, qui se permet de se draper dans la liberté d'expression et de me donner des leçons de moralité. En réalité, je pense que tout ce qu'elle vient de dire, elle devrait se l'appliquer à elle-même. J'ai régulièrement des attaques. Aurore Berger n'est pas à son coup d'essai. Elle m'a déjà qualifié d'islamiste. Là, pour le coup, c'est vraiment montrer qu'on ne se cache pas derrière l'immunité diplomatique ou quoi que ce soit. C'est que tout le monde est soumis à la justice et que quand on a des accusations, et qui plus est des responsabilités comme une députée, il faut assumer ses paroles et on va aller jusqu'au bout de la procédure pour voir si elle arrive à étayer ses accusations. Vous êtes prêt à débattre avec elle? Non. Le temps du débat est terminé. Madame Berger n'a pas fait son travail, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lu mon morceau, elle n'a pas écouté la discussion à l'ENS dont il était question. Quand Madame Berger aura fait ses devoirs, peut-être que là, on ira discuter. Pas forcément débattre, mais discuter. Ce qui gêne Aurore Berger, c'est ce clip Don't Like de 2015, l'année des attentats, dans lequel Médine a notamment cette phrase « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ». J'ai écrit un morceau qui est un hymne à la laïcité en réalité. Je prône depuis longtemps un espèce de retour à l'application stricte de la laïcité, dans le sens de sa lettre et de son esprit. Ce morceau va jusqu'à l'exorcisme de la laïcité pour la déposséder de démons qui lui font dire des choses qu'elle ne dit pas. Donc, s'il y a des réactions aujourd'hui de ce morceau, c'est bien que le morceau a fonctionné en fait. Lorsque j'estime que j'ai été un peu loin dans la provocation avec le morceau Don't Like, c'est avec le clip. C'est-à-dire que j'ai rajouté de la provocation sur de la provocation. L'alliance. Il y avait les mots et les images. Exactement. L'alliance des mots et des images, c'était peut-être pas nécessaire justement pour amener sur quelque chose de plus serein. Habituellement, j'amorce un débat avec des mots, je le désamorce avec une image, avec une rencontre comme celle-ci, avec un débat, avec une discussion. Moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est de mettre en illustration ces absurdités, de les exagérer pour justement renverser un petit peu le rapport, pour leur mettre au visage qu'il y a quand même des incohérences, des incompréhensions, et il va falloir quand même que l'on débatte sereinement de ça. Mon rôle à moi, en tant qu'artiste, c'est d'exacerber tout ça, d'exacerber ces attaques, d'en faire une espèce de stigmate que je retourne contre celui qui produit ce stigmate-là. Quand je m'appelle moi-même Islamo-Kaïra dans le morceau Don't Like, c'est pas parce que je théorise l'islamo-kaïraïsme au quotidien et que j'ai envie d'en faire un groupe, une secte ou quoi que ce soit. Non, c'est justement pour retourner le stigmate contre celui qui produit ceci, pour l'en déposséder de son sens et voir comment il va réagir maintenant lorsque moi-même je m'affuble du stéréotype islamo-kaïra. Comme d'autres chanteurs célèbres avant lui, Médine revendique le droit à l'irrévérence et à la provocation au risque de choquer. Le rap est systématiquement renvoyé à sa condition d'art mineur, de quelque chose qui n'est pas vraiment de l'art, qui est relégué en fait à un espèce d'effet de mode des quartiers populaires qui devrait rester que dans ces quartiers populaires-là. Que le rap correspond à un style, ça a 30 années, 40 années d'existence aujourd'hui. Si certains ne se sont toujours pas penchés sur ce style pour essayer de le comprendre, je ne vais pas aller à leur place faire le travail et leur expliquer à chaque fois que ça fait partie d'un contexte, d'un style d'écriture. Encore une fois, moi, je me revendique de cet esprit d'artiste irrévérencieux. J'essaie de me raccorder à cette tradition d'artistes comme Brassens qui faisait sodomiser un juge à la fin d'un morceau qui s'appelle Garogori.
Il faut se rendre compte que les rappeurs sont de cette tradition-là, sont de la tradition de Renaud qui cherchait son flingue parce qu'il est dans un espèce de coup de gueule tiré sur toutes les strates de la société et disait même dans ce morceau, la Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. C'est pas violent ça ? C'est violent, mais ça correspond à un style d'écriture et ça correspond à un état d'esprit. Et il s'en prend à ceux qui l'attaquent politiquement. Une tête de musulman qui dépasse un peu, qui a un discours un petit peu plus argumenté, serein, tout de suite on lui colle l'étiquette d'islamiste. C'est ce qui vous est arrivé ? C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que malheureusement des députés qui ne sont pas d'extrême droite reprennent justement cet argumentaire-là. Il faut comprendre que l'accusation d'islamisme, de rappeur islamiste, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. Ça existe sur des artistes, ça existe sur des universitaires, sur des politiques, sur des journalistes. Toute accusation d'islamisme aujourd'hui, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. On lui a demandé ce qu'il a pensé des débats autour des piscines, des cantines véganes ou de l'islamo-gauchisme. C'est un espèce de terreau aujourd'hui qui me permet de traiter des sujets qui sont de plus en plus compliqués. Et j'essaie en fait non pas de les rationaliser, au contraire, mais de les rendre encore plus absurdes qu'ils le sont déjà. Moi, j'ai été adolescent, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout religieuse ni pratiquante. Pourtant, je ne voulais pas aller à la piscine, comme la plupart des gens, des jeunes adolescents qui aujourd'hui n'acceptent pas leur corps. À un moment donné, moi, je ne voulais pas aller à la piscine parce que j'avais un corps dégueulasse, de la malbouffe, et que je ne voulais pas être raillé par l'entourage, mon entourage. Ce n'était pas par islamisme, ça, en fait. Donc, cette absurdité, ce genre de scène absurde, en tant qu'artiste, c'est un terrain de jeu magnifique. Je récupère ça, je le caricature, je l'envoie au plus loin de ce qui peut être envoyé pour justement essayer de montrer toute l'absurdité de cette situation. Donc ce que ça m'évoque, tous ces débats qui ont lieu sur les plateaux de télé en réalité, avec un espèce d'entrisme malsain de gens qui viennent du même endroit, qui ont fait les mêmes écoles et qui au final se permettent de donner des leçons de morale à toute la population sans inviter toutes les strates de cette population-là. C'est absurde. Et en tant qu'artiste, c'est un terrain de jeu magnifique. La semaine dernière, Aurore Berger a reçu des menaces de mort après l'annonce de la plainte de Médine, des menaces dénoncées au gouvernement mais aussi à gauche. Contactée ce matin par téléphone, Médine nous dit regretter qu'Aurore Berger reçoive ce genre de menaces. Je condamne naturellement ces menaces et j'espère qu'on arrivera à savoir qui est derrière, nous a-t-il dit. Au cours de notre entretien, il nous a d'ailleurs raconté comment lui-même avait reçu des menaces de mort de la part des islamistes. Il faut comprendre que moi aujourd'hui je suis attaqué par des gens d'extrême droite par le simple fait que je m'appelle Médine et que je suis de confession musulmane, de culture musulmane, mais je suis aussi attaqué par des gens qui sont des sympathisants de thèses radicales liées à l'islam radical et qui m'attaquent physiquement dans le sens où je reçois des menaces de mort. En 2015 ou 2016, j'étais sur la liste de personnes qui étaient visés par l'État islamique pour tous ceux qui voudraient justement, qui sont des sympathisants des théories de Daesh et qui voudraient justement attenter à la vie de quelqu'un. J'étais numéro 1 de la rubrique culture pour la première fois. 50 nouveaux cas de militaires néo-nazis au sein de l'armée française, des hommes qui n'hésitent pas à afficher leurs convictions uniformes sur le dos. Le ministère reconnaît que les faits sont très graves. Pour autant, afficher des convictions néo-nazis n'entraîne pas systématiquement l'exclusion. Une filière néo-nazie dans l'armée française, l'enquête est signée Sébastien Bourdon, Mathieu Suc et Justine Brabant. Mediapart a épluché de nombreux profils de militaires sur les réseaux sociaux. Et on y a trouvé beaucoup de choses. Des saluts nazis, nombreux, plus ou moins assumés, parfois à visage dissimulé. Des photos devant des drapeaux du Troisième Reich exposés dans des musées. Des militaires qui arborent le code 8-8 sur un sweat ou dans un pseudo. 8-8, c'est le code nazi par excellence. 8 renvoie à la 8e lettre de l'alphabet, la lettre H, et donc 8-8 renvoie à Heil Hitler. Des croix gammées, ici dessinées sur un frigidaire dans une caserne. Ces cas s'ajoutent à ceux révélés en juillet 2020 par une première enquête de Mediapart. En tout, cela concerne donc 14 régiments de l'armée, surtout ceux de la Légion étrangère, mais pas seulement.
Ça concerne aussi des militaires du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, du 35e régiment d'infanterie, du 132e régiment d'infanterie cynotechnique et bien d'autres. Ces 50 militaires ne sont pas isolés les uns des autres. Certains sont en contact via les réseaux sociaux, d'autres posent carrément ensemble sur des photos. Cette appartenance affichée à l'idéologie néo-nazie pose question sur la façon dont ces militaires exercent leur métier. Exemple, le caporal Nikita H, un légionnaire d'origine ukrainienne. Sur son compte Instagram, il se montre torse nu à la plage avec une croix gammée en pendentif, ou encore en t-shirt avec un aigle hitlérien, ou devant la tour Eiffel, avec à côté de lui une photo de Hitler devant le même monument en 1940. En 2018, le caporal Nikita a participé à une opération contre l'orpaillage illégal en Guyane. Sauf que les images diffusées sur son compte Instagram ne montrent pas que ça. Autre terrain, même racisme, toujours de la part de Nikita. Voici ce qu'il poste alors qu'il est au Sahel dans le cadre de la mission Barkhane. L'attitude de Nikita montre que des militaires, parce qu'ils sont racistes, se retrouvent en position d'humilier et de brimer au nom de la France. Nous sommes très attentifs à cela, bien naturellement, parce qu'il véhicule une idéologie qui n'a absolument pas sa place dans nos armées. Et il faut prendre cela avec énormément de sérieux, et c'est ce que nous faisons. Ce sont des cas qui sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares qu'on ne doit pas y prêter une grande attention et ne pas prendre de sanctions. Alors c'est vrai, après les premières révélations de Mediapart, il y a eu quelques sanctions. Par exemple, un militaire qui avait la devise SS tatouée a fini par être radié. Mais d'autres sont encore dans les rangs de l'armée. Par exemple, le militaire Teddy M, Totenkopf tatoué sur le bras et devise de la SS sur le torse. Selon une source proche du dossier, il se serait vanté d'être trop précieux pour être viré. Nous avons pu constater qu'il était toujours militaire, d'après cette photo publiée le 1er février 2021, prise dans le bar d'une caserne. Sur ce cas, le ministère ne nous a pas clairement répondu. Nous sommes très attentifs, bien sûr, au moment du recrutement de nos militaires. Il y a un service dont c'est la responsabilité de s'assurer que ceux qui nous rejoignent ne véhiculent pas ce type d'idéologie. Là encore, c'est faux. L'exemple de l'UKM le prouve. Lorsqu'il candidate à l'armée, ce sympathisant néo-nazi s'affiche sur les réseaux avec un t-shirt de la division Charlemagne, une division SS. Il partage aussi une vidéo de l'artiste Bilal Hassani avec la légende « Ziklombé, sa mère ». Une autre fois, il poste une vidéo d'un homme transgenre en espérant qu'il brûle. Au cours de notre première enquête, nous avions soumis ces informations au ministère. Il nous avait assuré ne pas avoir connaissance de cette personne. Or, l'UKM a fini par intégrer la Légion étrangère, alors que le ministère connaissait tout de ses sympathies néo-nazis. Pour fêter son incorporation, il trinque à la race et à Maurras. Et tout récemment, il apparaît sur cette vidéo publiée sur Instagram. Ce qu'on entend, c'est Cara al Sol, l'hymne franquiste. Et quand il remarque qu'on le filme, voici son geste. Cette vidéo aurait été filmée dans une base de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Ironie du sort, c'est l'un des premiers régiments des forces françaises libres à avoir combattu aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Le ministère assure qu'aucune forme d'idéologie contraire aux valeurs de la République n'est tolérée au sein des armées et maintient qu'il s'agit de dérives individuelles. La majorité de ces informations, on les a obtenues en source ouverte, c'est-à-dire qu'elles sont à disposition de tout le monde, il suffit de chercher un peu. Alors la question qu'on se pose, c'est si Mediapart a réussi à trouver et à recouper tout ça, pourquoi l'armée ne le peut pas ? Et cette enquête est à lire dans ses moindres détails sur notre site Mediapart. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le si vous le pouvez, car nous ne vivons que grâce à vous. J'accueille alors Lucie Tedesco, Laura, je m'embrouille entre Lucie, Laura, je ne sais plus comment je m'appelle. Christophe Guignot de la rédaction qui passe de la régie au plateau et Laura Tedesco. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes syndiquée à la CGT, vous êtes membre d'un collectif de syndicats, une association qui s'appelle Visa, qui joue les vigies face à la montée de l'extrême droite dans le monde social. Laura, un mot pour qualifier l'atmosphère politique dans laquelle on se trouve. Un mot, après on développera, mais un mot. Le fond de l'air est brun. Le fond de l'air est brun. Dites-nous en quelques mots quand, comment est né Visa et quelles sont ses actions. Alors Visa est né en 96, c'est une émanation de la commission de Ralph Fron, ISA, Initiative syndicale antifasciste. À l'époque, l'extrême droite, le Front National, a essayé d'implanter des syndicats dans les entreprises. Donc c'est constitué Vigilance Initiative syndicale antifasciste, à l'initiative de plusieurs syndicats allant de la CFDT, CGT, la FSU.
pour justement contrer cette attaque de l'extrême droite sur le terrain social. Avec bonheur, puisque l'extrême droite n'a pas réussi à constituer les syndicats, puisque les valeurs que porte l'extrême droite sont des valeurs antisyndicales. C'est vraiment le discours c'est ce qui tient Visa depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Alors, comme vous, l'extrême droite, ce n'est pas que le Rassemblement national, hein, ce sont aussi des activistes qu'on appelle le plus souvent, pour faire simple, les identitaires, Christophe. Et donc, comme vous, des collectifs se mobilisent contre leur montée en puissance. Christophe, tu les as rencontrés. Oui, alors on a beaucoup parlé des identitaires ces dernières années parce qu'ils ont mené des actions spectaculaires. 3 exemples récents. À Limoges, le 24 mars, le groupe royaliste d'extrême droite Action Française a revendiqué un collage dénonçant des enseignants islamo-gauchistes sur le campus. 2 jours plus tard, le 26 mars, donc, le même groupe envahissait l'Assemblée du Conseil régional d'Occitanie, comme on le voit sur les images. Et enfin, le 20 mars, c'était un peu avant, c'était à Lyon qu'un autre groupe d'une cinquantaine d'identitaires s'attaquait à une librairie, la Plume Noire, pendant la distribution alimentaire. Lyon, justement, c'est depuis plusieurs années déjà la capitale française des groupes identitaires, dont le principal, Génération Identitaire. GI, ce sont surtout des actions coup de poing contre les migrants, comme l'opération Défendre Europe de traque des migrants dans les Alpes, ou encore l'invasion des locaux de l'ONG SOS Méditerranée à Marseille. Alors, GI a été dissous récemment, mais ils sont encore à Lyon 2 locaux, un bar et une salle de sport, on entendra tout à l'heure, et aussi une certaine influence politique. Face à eux, il y a donc des associations et des collectifs antifa qui s'organisent. Et parmi ces organisations, la Jeune Garde, un mouvement créé il y a 3 ans et qui compte aujourd'hui une trentaine de militants. Mercredi 24 avril, une dizaine d'entre eux distribuaient des tracts appelant à manifester justement là où la librairie La Plume Noire a été attaquée, dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est contre les violences de l'extrême droite. On organise une manifestation ce samedi 3 avril. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une librairie à quelques centaines de mètres d'ici. Ce samedi qui s'est fait attaquer par une cinquantaine de fascistes. Bonjour mesdames, on organise une manifestation antifasciste le samedi 3 avril contre les violences d'extrême droite. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une librairie en contrebas à quelques centaines de mètres d'ici qui s'est fait attaquer ce samedi par une cinquantaine de militants d'extrême droite. Donc le but c'est d'essayer de construire un peu une riposte et de montrer que Lyon n'est pas une terre conquise pour ces militants d'extrême droite. Voilà. Si on est en forme, on viendra. Merci mesdames, vous serez les bienvenus. La librairie, elle est juste là, encore en sale état avec ses vitrines fracassées. Julien, membre de longue date de l'association qui gère la librairie, raconte. L'ouverture, donc il y avait des camarades de la Plume Noire et puis des bénévoles de l'association PES qui sont venus ouvrir les rideaux, commencer à installer pour la récolte alimentaire du jour et du coup pour la distribution pour les bénéficiaires. Et du coup il y a une bande de 40 à 50 personnes qui a déboulé du haut de la rue, qui a goulé en criant. Donc du coup les copains et copines ont réussi à se mettre à l'abri et à fermer la porte d'entrée. Et donc ils sont un peu déchaînés contre les vitres, ils ont arraché une banderole qu'on avait installée là-haut, qui était une banderole contre la gentrification du quartier, voilà, depuis quelques semaines maintenant. Et du coup ils ont commencé à repartir et puis ils sont revenus parce que du coup il y a des pavés qui sont malheureusement sur la rue depuis maintenant peut-être 3 semaines pour des travaux de voirie. Et du coup ils ont utilisé tous les gros pavés là pour défoncer les vitrines, comme vous pouvez le voir, une à une, et à essayer de rentrer pour agresser physiquement les personnes qui étaient à l'intérieur. Alors heureusement ça n'a pas été le cas. Cette attaque, ce n'est pas une première. En 1997, il y avait eu un incendie en pleine nuit qui avait cramé totalement le local. Et en 2016, on avait subi une première attaque d'une trentaine de fascistes, pareil, qui étaient venus un samedi à 16h après une manifestation de cathos intégristes sur la place Colbert, juste au-dessus, et qui s'en étaient pris aussi aux vitrines. Il n'y avait pas eu de blessés aussi, mais les vitrines avaient été bien abîmées. Et en décembre dernier, en décembre 2020, c'est 2 bénévoles de PES qui, en fermant les rideaux après une collecte de jouets pour Noël, qui s'étaient fait tabasser par un groupe de 8 personnes. Alors Raphaël Arnaud est le porte-parole de la Jeune Garde, il a la vingtaine et il est travailleur social. S'il se mobilise autant aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris conscience très tôt du danger que représentait l'extrême droite dans sa ville. Lorsque j'étais au collège, je devais avoir 13 ou 14 ans, j'allais en manifestation contre les lois retraite en 2010, sous Sarkozy. Ma mère était d'ailleurs dans les cortèges syndicaux et quelques minutes après, il y a environ 200 voire 300 fascistes qui attaquent le cortège. Ça m'a marqué. Suite à ça, au lycée, il y a la mort de Clément Méric. Donc en 2013, qui m'a profondément chamboulé. Il avait seulement quelques années de plus que moi et il se battait pour des idées que je respectais franchement. Et suite à ça, en 2014, il y a des jeunes mineurs de 15 ans qui avaient mon âge, qui se font poignarder dans le Vieux-Lyon, justement par un cadre de Génération Identitaire qui s'appelle Olivier Marin-Laflèche. Donc quelque part, en fait, c'est plus l'extrême droite qui est venue à moi que moi à elle.
Et je me suis toujours promis au fond de moi de combattre l'extrême droite et de limiter au maximum leurs attaques violentes. Alors ces attaques, Valentine, contre des personnes ou des lieux symboliques, elles se sont intensifiées depuis 3 ans. Voilà pourquoi la Jeune Garde s'est créée. On a rencontré un des autres membres qui s'appelle Shafak, il a 32 ans et il nous explique. Vous pouvez quand même voir 3, 4 agressions, attaques par semaine sur des locaux associatifs, sur des librairies, contre des gens lambda, contre des personnes arabes ou noires dans les rues, contre des personnes de la communauté LGBTI. Et c'était en tout premier lieu pour répondre à ça. La première démarche qu'on a eue, ça a été déjà de retourner voir un peu les associations antiracistes déjà, qui existent sur le terrain, les organisations politiques aussi, qui luttent contre l'extrême droite, qui sont positionnées contre l'extrême droite, et les syndicats. Et ensuite, très rapidement, ça a été d'aller au contact en fait, des habitantes et des habitants et des commerçants qui sont dans les quartiers dits entre les mains de l'extrême droite. Donc ça va être le Vieux-Lyon, et qui ont des structures aussi, qui ont des associations de commerçants justement contre l'extrême droite. Et c'est surtout avec eux qu'on s'est mis en lien. Une mobilisation indispensable, car selon Shafak, même si les identitaires ne sont pas nombreux, ils sont influents. La force des identitaires, ça a été de s'insérer en fait dans les institutions et à l'intérieur des groupes institutionnels comme le Rassemblement national, et d'avoir réussi à diffuser un peu leurs concepts et leurs idées. Quand on parle de racisme anti-blanc, quand on parle de lutte port du voile, quand on parle de marche des cochons, du halal et tout ça c'est quand même à la base des campagnes des identitaires qui ont commencé il y a plus de 10 ans et qui ont pris en fait petit à petit place dans la société et qui ont été repris ensuite par les structures et les organisations institutionnelles, les partis institutionnels de droite et même des fois jusqu'à la gauche. Une reconnaissance politique dangereuse, comme nous l'explique Raphaël Arnaud. Les groupes qu'on voit là, tels que Génération Identitaire, qui attaquent des librairies, participent avec le Rassemblement national aux campagnes. D'ailleurs, Damien Rieu, qui est le porte-parole, qui était l'un des porte-parole de Génération Identitaire, se présente aux élections départementales sous l'étiquette du Rassemblement national. On sait que les liens existent, on sait que les liens sont forts. Donc nous, évidemment, qu'on ira aussi sur ce terrain-là. Et oui, on les combattra aussi sur ce terrain-là. Et pour les combattre, un autre terrain, la dissolution, est efficace selon lui. L'extrême droite, c'est pas seulement ces groupuscules-là, on est bien d'accord. Donc la dissolution de Génération Identitaire ou du Bastion social n'éteint pas l'extrême droite. Cependant, ça casse des outils organisationnels que sont typiquement des organisations comme Génération Identitaire. Nous, on a eu de très bons retours suite à la dissolution du Bastion social. Il y a actuellement 2 organisations qui se sont montées un peu de côté, c'est Lyon Populaire et Audace Lyon. Et ces 2 organisations, en fait, sont complètement à la traîne, n'arrivent plus à avoir la capacité qu'avait le Bastion social à influencer la vie politique et sociale. Donc oui, en fait, on milite pour la dissolution de ces groupes-là, on milite pour la fermeture de leurs locaux, car c'est tout simplement casser leur dynamique, casser leur outil organisationnel, et c'est ça le fond du problème pour nous au jour le jour. Le pavillon noir local du groupuscule Bastion Social a déjà été fermé. Restent dans leur ligne de mire 2 locaux très emblématiques, le bar La Traboule et la salle de boxe La Gaugée, comme nous l'explique cette militante de la Jeune Garde qui préfère, pour sécurité, rester anonyme. La Gaugée, c'est le lieu de boxe des identitaires, qui est un lieu d'entraînement réservé aux Blancs, c'est dit sur leur page, et typiquement c'est un endroit où eux ils s'entraînent à ce qui s'appelle du coup la guerre civile ou la guerre des races en fait, tout simplement. Pour eux c'est un lieu d'entraînement, de mise en pratique de leur théorie en fait de guerre des races. D'accord. Et l'autre lieu ? Et l'autre lieu, pardon, du coup, c'est La Traboule. Donc c'est leur local, il existe maintenant depuis 10 ans. C'est la maison mère, en fait, c'est le siège social à niveau national. Et du coup, ça a été le tout premier local de Génération Identitaire. Il est implanté dans le Vieux-Lyon, il est rue du Change. Et il est juste à côté, en fait, de la Gaugée. Les 2 lieux, ils sont côte à côte. Et la manifestation de ces collectifs est donc prévue le 3 avril pour demander la fermeture définitive de ces 2 lieux. Christophe est retourné en régie. Lucie Delaporte de la rédaction nous a rejoints. Salut Lucie. Laura, je vous voyais faire des mimiques pendant le reportage. Est-ce que la dissolution, comme la défend ce militant antifasciste, c'est la bonne solution? J'avais l'impression que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça. Expliquez votre point de vue. Je suis très expressive, donc je suis absolument d'accord. Je comprends ce que c'est un visage expressif, vous en faites pas. Donc nous, à Visa, on prône surtout l'unité contre effectivement les idées d'extrême droite. Alors ce qui se passe, c'est que effectivement, et bien évidemment, il faut demander la dissolution des groupuscules, mais c'est surtout les idées qu'il faut combattre. C'est bien sur ce terrain-là que Visa agit en formant les militants syndicaux, en intervenant dans des débats, en proposant des analyses. On a une tribune sur Mediapart
un site et une page Facebook où justement on décortique les discours et on explique qu'effectivement, malgré la venue sur le terrain social du Rassemblement national et auparavant du Front National, ne rend pas le Rassemblement national un parti social. Bien au contraire. Ça, c'est l'écran de fumée, quoi, contre lequel vous vous battez. Exactement, et on le démontre puisque on fait une analyse des politiques dans les villes où le RN et ex-FN et aussi toute la nébuleuse autour de l'extrême droite, toute la pensée d'extrême droite quand elle arrive aux affaires, quand elle arrive à la tête des villes, on voit bien que ce qui se passe, c'est que c'est d'abord les militants syndicaux et les travailleurs qui commencent à voir leurs droits réduits. Et on voit bien que cette politique sociale de façade prônée par le Rassemblement national n'est qu'un écran de fumée, puisque c'est absolument pas ce qui se passe dans les mairies. On a publié 3 tomes de Lumière sur Mairie Brune où justement on décortique ces analyses de toutes les villes. Un exemple, peut-être ? Eh bien, Béziers, par exemple. Donc la ville de Robert Ménard. Exactement. À cette image, on a constaté que depuis que Robert Ménard est à la tête de Béziers, il s'est passé pléthore d'événements jusqu'à la mort d'un travailleur. Et on a créé des visas locaux depuis plus de 5 ans, justement. Alors, pour nous, c'est à la fois positif et négatif parce qu'il y a une implantation locale de visa est national et on a implanté des visas locaux parce que justement, en réponse à, donc il y a un visa 34, forcément c'est pour ça que j'évoquais Béziers, mais on a aussi un visa 13, c'est le premier visa local qui s'est créé, un visa 29 et récemment, il y a 8 jours, on a créé un visa 66 puisque le congrès du Rassemblement national le 3-4 juillet aura lieu à Perpignan et que c'est quand même la première grande ville prise par le Rassemblement national. Lucie, ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est que malgré leur peut-être petit nombre, les identitaires, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ces militants disent leurs idées infusent. Et puis, il y a des figures qui passent du groupuscule Génération Identitaire aux institutions, devant des collaborateurs parlementaires, Damien Rieu. C'est ça qui est en train de se passer, une espèce de bataille culturelle qui se gagne. Oui, c'est ça qui est assez fascinant dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que effectivement, là, d'abord, ces petits groupuscules, c'est quand même assez peu d'individus, sont très actifs et se sentent pousser des ailes. Donc, on les voit faire des actions de plus en plus visibles, comme l'a rappelé Christophe. L'Action française a aussi fait une action qui est assez symboliquement importante, puisque quand même ce groupuscule royaliste entre de force dans une enceinte démocratique, donc le Conseil régional d'Occitanie. Donc ça, c'est pour le climat, voilà. Mais c'est vrai que les idées qu'ils portaient il y a 10-15 ans ont progressivement grignoté du terrain, ont infusé. Alors non seulement, bon, évidemment, ça c'est des groupuscules qui se disent à la droite du Rassemblement national, donc on voit bien que d'abord, ils continuent de pousser très fort le Rassemblement national pour qu'il ne se recentre pas trop. D'ailleurs, j'avais des gens de l'Action française là, ces derniers jours qui disaient « mais nous, on va être vigilants là-dessus pour que le Rassemblement national continue à rester offensif, en fait, sur les questions identitaires. Sur les idées identitaires, même si Génération Identitaire est dissoute, continue à pousser très fort toute cette nébuleuse. Et puis, il faut quand même parler de la victoire idéologique un peu par chaos qu'on observe depuis quelques mois du Rassemblement national, dont tous les thèmes sont repris aujourd'hui, sont mis à l'agenda public. Non seulement par le gouvernement, mais aussi une partie de la gauche. C'est ça. Et alors, on a quand même passé ces derniers jours à discuter des réunions non mixtes, après avoir passé des mois à discuter de l'islamo-gauchisme. Et ces débats-là ont été lancés en partie par le gouvernement, entretenu en partie par certaines personnalités de gauche. Et il faut bien rappeler la filiation de ces idées et de ces combats-là. C'est effectivement l'extrême droite qui a entretenu totalement ces conflits-là. Et on arrive à une apogée qui s'est passée la semaine dernière pour le Rassemblement national, où finalement Marine Le Pen sur France Inter peut délivrer des leçons d'antiracisme sans être contredite par personne et en expliquant que c'est l'UNEF qui est raciste. Alors justement, c'est vrai que le vent souffle très 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 à droite. Tu cites Marine Le Pen sur France Inter, mais l'illustration juste avant la plus criante de ce climat très très à droite, c'est certainement ce débat Darmanin-Le Pen. C'était
le 11 février sur le service public France 2. Ses conseillers pariaient sur un Darmanin victorieux, ceux de Marine Le Pen sur une présidentialisation de leur candidate. Et c'est bien ce qui s'est passé, notamment dans cet échange. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Ou quand Marine Le Pen lui a fait une leçon de laïcité. J'imagine que c'est plutôt l'immigration de pays à majorité, pour le coup, musulmane, puisque vous faites le lien avec l'islamisme. Non mais Monsieur Darmanin, excusez-moi, mais vous semblez avoir une obsession sur le sujet, mais ça n'est pas mon obsession. Okay. Débat donc à front renversé entre la droite dure du gouvernement et l'extrême droite. Depuis des mois, Emmanuel Macron tente de rejouer le coup de 2017, un second tour face à la présidente du Rassemblement national dont il ressort victorieux. Mais en a-t-il la ressource ? Libération racontait récemment que de nombreux électeurs de gauche n'iraient pas voter en cas de duel Macron-Le Pen. Cri d'orfraie des proches du président qui jouent les offusqués. Pourtant, depuis des mois, le gouvernement, sur fond de pandémie et de crise sociale, affiche chaque jour un peu plus sa radicalisation, comme la loi séparatisme avec un discours guerrier. Notre pays est malade d'un séparatisme dont le premier d'entre eux, le séparatisme islamiste, gangrène notre unité nationale. Tu l'as dit Lucie, course à l'échalote avec le RN sur l'islamo-gauchisme alors que les étudiants font la queue aux banques alimentaires. L'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Attaque récurrente contre les écolos accusés de toutes les complicités. Europe Écologie, Les Verts, est un parti qui est complaisant avec l'islamisme radical. Et ce débat qui traîne en longueur sur la non-mixité. Les gens qui se prétendent progressistes et qui, se prétendant progressistes, distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau, nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. Alors bien sûr, les polémiques identitaires pour agiter l'opinion, ça fait des années que ça dure. On se rappelle de Nicolas Sarkozy, pas encore président, opération de com à la cité des 4000 d'Argenteuil. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On se souvient du très droitier Jean-François Copé avec ses pains au chocolat. Où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. La différence, peut-être, avec les élections précédentes, c'est que cette fois, ces polémiques se font sur un terreau fertile, avec une constellation de médias de droite extrême, dont la chaîne CNews où officie le délinquant Éric Zemmour, condamné pour incitation à la haine raciale, et des journalistes ou éditorialistes obsédés par les questions identitaires. Que les Français entendent rester français chez eux. Pensez-vous être encore digne d'être député de la République ? On peut être français en mangeant du couscous. Ah, mais bien sûr. Personne n'est dupe. Mais évidemment, personne n'est dupe. Je pense que cette gauche identitaire a fait sienne les idées, la culture américaine. Mais enfin, ça va pas! On entend beaucoup que depuis des années, certains quartiers se sont communautarisés. Communauté par communauté, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. Et mon cri du cœur, évidemment, aujourd'hui, c'est expulsons les délinquants étrangers. Tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est l'islamisme, la radicalité, le terrorisme. Il faudrait peut-être que nous-mêmes, nous fassions notre autodiscipline parfois, à pas donner la parole à n'importe qui. Il a peut-être raison pour une fois, Pascal Pro. Faut peut-être faire gaffe à qui on donne la parole. Alors non, Lucie, ce n'est pas une parodie, ce sont les vraies news, les vraies infos. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, elle n'a rien à faire, elle engrange. Oui, c'est ça aussi qui est assez particulier dans ce qu'on voit en ce moment, c'est que finalement, tout est organisé pour préparer quasiment un tapis rouge à Marine Le Pen qui... aujourd'hui, ne dit pas grand-chose et n'a pas grand-chose à faire. Même, elle peut se retrancher, comme on l'a vu face à Darmanin, dans une posture d'équilibre, presque de nuance. Donc, c'est assez particulier, puisqu'on a effectivement tout un terrain médiatique préparé quasiment à la victoire de Marine Le Pen. Enfin, en tout cas, Quelle est la différence pour Marine Le Pen entre 2022 et 2017 ? Ou plutôt, qu'est-ce qui est plus à son avantage en 2022 que ça ne l'était en 2017 ? Est-ce qu'elle peut exploser le plafond de verre ?
Alors, c'est toujours compliqué de faire des prédictions. Ce qui est sûr, c'est que là, le pays est quand même dans une situation économique qui rend d'ailleurs ces débats un peu lunaires, qu'on en soit à discuter des réunions non mixtes de l'UNEF, alors que voilà, on est dans une situation évidemment sanitaire et économique catastrophique. Est-ce que le RN va en profiter ? C'est sûr que ça fait monter une forme d'angoisse, de rupture aussi. On a vu tout un discours conspirationniste proliférer, de rupture avec les institutions. Le RN peut en profiter ou pas, ou alors il y aura au contraire l'idée qu'il faut se retrancher derrière des valeurs sûres et c'est peut-être pas le moment d'essayer le parti qu'on n'a pas essayé. C'est des choses que les gens disent beaucoup sur le terrain. C'est la dernière qu'on n'a pas essayée. Donc, y compris, par exemple, dans des quartiers populaires à forte population issue de l'immigration. Ouais, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage de Mathieu. Tout à fait, ce que disait le jeune homme dans le reportage, ça c'est des choses qu'on entend beaucoup sur le terrain. Et donc effectivement, elle peut bénéficier de ce côté anti-système qu'elle garde encore. Ouais. Tu parles d'une forme de complotisme qui est né un peu de la crise sanitaire, du mensonge, etc. Ça, c'est un terreau fertile pour Marine Le Pen, la crise du Covid et tout le lot de complotisme qui peut aller avec. Est-ce que ça infuse chez les travailleurs et comment est-ce que vous luttez contre ce discours-là ? Alors, je voulais reprendre quelque chose. En fait, c'est la montée des politiques ultralibérales ces 40 dernières années font que les gens manquent de perspectives politiques et ça conduit à un vrai désespoir. C'est bien ce désespoir qui pousse au vote d'extrême droite, en fait. Nous, ce qu'on propose, parce que les gens, quand on les rencontre dans des débats, dans des formations, on a quand même formé plus de 10 000 syndiqués depuis 2012 et on a fait plus de 200 formations, je crois, de mémoire. Les gens sont en manque de réponses et ne savent pas comment s'outiller et comment affronter les idées du Front National. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. La question, elle est comment combattre les idées d'extrême droite. Donc notre réponse, elle est unitaire, en fait. C'est l'unité syndicale pour faire front, justement. Notre postulat, c'est qu'effectivement, le RN est un parti fasciste, à la différence d'être un parti populiste, et que oui, c'est un parti raciste. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un parti nationaliste. Et que les Français qui sont nés en France restent d'origine étrangère, restent des Français de papier. Donc c'est toutes ces choses-là et tout ce qu'on décortique via nos analyses qui nous permettent d'étayer le propos, et c'est pas vrai qu'on n'a pas essayé. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure dans nos analyses sur les villes RN, excusez-moi, mais aussi précédemment les villes FN, on voit bien que c'est pas vrai que la réponse de Marine Le Pen, quoi qu'elle dise sur la dette, on vient de publier une tribune sur le site de Visa qu'on va relayer sur le blog de Mediapart qui dit justement un duel 2022, c'est le bal des vampires. C'est-à-dire que effectivement, on dit qu'il reste encore 1 an pour combattre justement ça et ne pas arriver à ce duel, effectivement, Macron-Le Pen. Mais est-ce que vous êtes entendu, parce que Marine Le Pen, c'est pas la même que son père. Donc quand vous dites oui, mais non, c'est encore un parti nationaliste, c'est encore un parti raciste, c'est un parti fasciste, est-ce que vous êtes entendu ? Alors oui, quand vous avez des gens qui vous disent attendez, moi je suis en rupture avec Emmanuel Macron, les institutions, le gouvernement qui nous écoute pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des cons, quoi. La politique ultralibérale poussée à l'extrême conduit effectivement à des désespoir. Donc effectivement, les gens arrivent en disant non, mais pas du tout, c'est pas son père, elle a pas fait la guerre d'Algérie. Enfin bon, bref, on a aussi toute une imagerie du chef au Rassemblement national. Quand on décortique le discours, quand on analyse ce que fait vraiment le Rassemblement national dans les villes où ils sont déjà en charge, au Parlement européen également, il n'y a pas que la France, parce qu'on analyse aussi ce qui se passe au niveau européen, on voit bien qu'il n'y a aucune différence entre Le Pen père et Le Pen fille. C'est-à-dire que la politique sociale qu'elle prône est une politique sociale de façade. Il ne faut pas se tromper et il ne faut surtout pas se tromper de réponse. C'est-à-dire que nous, on dit qu'il reste encore 1 an, il faut y croire, il faut construire cette unité face à la montée de ces idées qui gangrènent vraiment la société. C'est un peu toujours la même chose. L'extrême droite lance une polémique et la majorité s'engouffre dedans. Le thème de cette polémique, le voile, bien sûr. Donc, la dernière polémique d'extrême droite est tombée hier soir à 19h21. Jordan Bardella tweet « C'est donc ça, la lutte contre le séparatisme, Marlène Schiappa ». Et il poste l'affiche de campagne d'une candidate En Marche pour les départementales à Montpellier. Sur cette affiche, on y voit donc la suppléante Sarah Zemaï, ingénieure qualité, qui est voilée. Sarah Zemaï, une femme voilée qui ose briguer un mandat. Que n'avait-elle pas fait là, ni une ni deux,
Le patron des marcheurs, Stanislas Guerini, donne satisfaction à Bardella avec ce tweet. Il le retweet et il répond « Les valeurs portées par En Marche ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent de photo, soit LREM leur retirera leur soutien. » Voilà donc comment on lutte contre le RN à En Marche. Alors ce genre de polémique, c'est pas nouveau. En 2010, le NPA d'Olivier Besancenot présente Ilham Moussaïd, étudiante de 22 ans, sur une liste du Vaucluse. Emballement médiatique, emballement politique, Jean-Luc Mélenchon, alors président du parti de gauche, dénonce le choix du NPA. Va de soi que lorsque l'on veut être élu, je veux que tout le monde m'entende, eh bien il faut pouvoir représenter tout le monde. C'est donc une erreur de se présenter à des élections en affichant une appartenance religieuse qui rend impossible cette représentation du souverain dans son ensemble. Pas de candidate voilée non plus pour la patronne du PS, Martine Aubry. C'est une annonce d'une religion qui doit rester du domaine privé et qui ne doit pas rentrer dans le champ de la République. Le porte-parole du parti, Benoît Hamon, lui aussi défend la ligne. Je n'y suis pas favorable. À l'occasion de la polémique autour d'Ilham Moussaïd, le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative française, avait tranché fin 2010. Il considérait qu'aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n'impose que soit exclu du droit de se porter candidate à des élections des personnes qui entendraient, à l'occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses. C'était donc réglé. Revenons au tweet initial, celui de Jordan Bardella qui interpelle Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, ancienne ministre des droits des femmes. Est-ce qu'elle a réagi, Marlène Schiappa ? Eh bien, silence radio de la serial tweeteuse qui a tout de même retweeté la réponse de son camarade Stanislas Guerini. Alors en langage Twitter, ça s'appelle un soutien. Voilà pourtant ce qu'elle disait en 2019 quand elle était interrogée sur le même sujet pour des municipales. Je pense que c'est pas un sujet. D'abord, il y a des instances dans le mouvement. C'est pas à moi, Marlène Schiappa, de décider. Vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est pas utile de crisper inutilement sur de tels sujets. Je pense pas que la question se pose à ma connaissance. Si d'aventure la question se posait, s'il y avait une bonne candidature d'une femme voilée, je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. Mais actuellement, il n'y a rien légalement qui empêche une femme qui porte un voile de se présenter à des élections. Ne pas crisper inutilement, on a l'impression qu'En Marche a oublié la consigne. Alors, enfin, pour terminer, on n'a pas entendu Stanislas Guerini protester quand a été investi pour les régionales le député de la Gironde, Benoît Simian, visé par une enquête pour harcèlement sur sa femme, dont il a l'interdiction de s'approcher. On n'a pas non plus entendu Stanislas Guerini protester contre la candidature de Jérôme Perra, tête de liste en Dordogne, ancien conseiller de Macron, condamné, lui, pour violence conjugale. Et tout ça, c'est bien dommage. On part à Jérusalem. Depuis un mois, des militaires se répandent dans les médias conservateurs, mais pas seulement pour nous dire que la France est au bord, oui, de la guerre civile. Tout est parti d'une tribune sur le site d'extrême droite Valeurs Actuelles, parue, tiens donc, le 21 avril, le jour anniversaire des 60 ans du putsch d'Alger. Tribune signée par 20 généraux, mais aussi, nous dit Valeurs Actuelles, sans qu'on puisse le vérifier puisque leurs noms n'apparaissent pas, une centaine de hauts gradés et plus d'1 millier d'autres militaires. L'heure est grave, nous disent-ils, la France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons dans les circonstances actuelles demeurer indifférents au sort de notre beau pays. En fait, les généraux ont surtout des obsessions, le prétendu délitement de la France, répété plusieurs fois, l'islamisme, les hordes de banlieue, les policiers visés comme des boucs émissaires, et le laxisme. Tout ça, ce sont bien sûr des citations, vous le voyez. Marine Le Pen salue bruyamment l'initiative. Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce les factieux. Et cette tribune va vite faire les gros titres des médias. Voilà d'ailleurs le gouvernement forcé de répondre. Florence Parly, ministre des Armées, c'était sur LCI le 26 avril. La tribune inacceptable rédigée par ces généraux en retraite qui ne représentent qu'eux-mêmes. J'ai demandé au chef d'état-major d'armée de faire le recensement des éventuels militaires d'active qui pourraient être signataires de cette tribune, afin que les sanctions qui sont prévues soient appliquées face à des comportements qui sont inacceptables. En réalité, un beau coup politique de l'extrême droite, comme le prouve le pédigré des signataires. Comme le révèle alors Mediapart, 3 d'entre eux, au moins, ont des liens directs avec le RN. Parmi eux, le général François Gobert, membre du Front National depuis 2012, un ancien candidat aux législatives
pour le parti de Marine Le Pen. On voit son affiche aujourd'hui, élu régional RN en Occitanie. Ou encore le général de Richouft, investi par le RN aux élections municipales. Et puis, il y a aussi une figure de la fachosphère, l'ancien général Christian Piquemal, radié de l'armée pour son activisme d'extrême droite, proche du théoricien du grand remplacement Renaud Camus. Et puis surtout l'instigateur de cette tribune, Jean-Pierre Favre-Bernardac, qui a un temps dirigé le service d'ordre du Front National. Favre-Bernardac avait annoncé d'ailleurs la parution de la tribune sur Sud Radio dès le 19 avril au micro d'André Berkoff. Voici la France effrayante qu'il dépeint au micro de Berkoff, un animateur fan, disons-le, de Donald Trump. Je ne dirais pas le mot guerre civile, mais c'est pas loin. Le mot essentiel, c'est la peur. Les gens tremblent, les gens baissent la tête. Notre pays est peut-être celui qui est le plus agressé. Il y a un flux migratoire qui est considérable, puis l'islamisme qui s'est installé. Et vous remarquerez cette phrase où Bernardac sous-entend avec un petit sourire que les signataires sont prêts à des actions plus musclées. Si on ne nous répond pas, on aura compris que ça n'intéresse pas à ce moment-là le président de la République. À ce moment-là, on fera autre chose. Quoi, par exemple ? Et puis après, on verra. Je ne vais pas vous dévoiler pour l'instant, mais il y aura certainement d'autres choses à faire. D'accord. Le petit sourire satisfait d'André Berkoff. Le 29 avril, alors que le chef d'état-major des armées a annoncé des sanctions, revoilà Favre-Bernardac sur Sud Radio, en mode Radio Londres, en visio. Aujourd'hui, l'État s'acharne sur nous en voulant condamner durement certains de nos camarades. Nous avons heureusement un allié, le peuple de France. Vous, pour qui nous combattons, peuple de France, sachez que nous n'abdiquerons pas devant les menaces et continuerons à nous battre pour notre patrie. Vive la France. Et voilà qu'un autre signataire, Emmanuel de Richouft, l'ancien candidat du RN au municipal de 2014, entre en piste, toujours sur Sud Radio, et le refrain est le même. Et oui, la guerre civile est à nos portes. Les banlieues se sont armées, plus que vous n'imaginez, que les gens sont désespérés, plus que vous ne croyez. Tout ça peut finir très mal. Moi, j'appelle ça une guérilla, je suis désolé, j'appelle ça une guérilla urbaine. Entre-temps, Valeurs Actuelles a mis en scène une autre tribune signée, elle, par des militaires en fonction, soumis, en théorie, au devoir de réserve et ouverte à signature large. Encore relayée cette tribune par Europe 1 et le chef de son service politique, Louis de Raguenel, lui-même un ancien de Valeurs très Actuelles. Claire dans la nouvelle tribune, ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Nouvelle salve, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles passe chez Hanouna et le concert des militaires en colère qui défilent sur les plateaux s'agrandit. Voici par exemple le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau, sanctionné par sa hiérarchie, il cultive des ambitions politiques et CNews le présente comme un héros. Et à la une, un témoignage exclusif dans un instant, celui d'un militaire d'Active qui a signé la deuxième tribune publiée hier et qui parle pour la première fois. Et à nouveau, il martèle, les mêmes obsessions. Nous sommes parfaitement écœurés par l'incurie de cette justice, par ces magistrats qui ne se remettent jamais en cause. Assez. Aujourd'hui, c'est une France de la violence, c'est une France de l'irrespect, c'est une France du désordre, du chaos, et rien ne change. Il y a des quartiers qui ont été perdus, abandonnés, où les unités de police ont affaire à toujours la masse des lâches, puisqu'ils ne sont courageux qu'en nombre, ces gens-là. On dit, cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise, elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence. Avec ça, vous êtes d'accord ? Elle annonce possiblement le chaos si nous ne faisons rien, si nous demeurons dans l'immobilisme. Oui, maintenant, les Français demandent de l'action, demandent du changement. Alors l'action, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est faire en sorte que les magistrats, enfin, nous permettent d'être débarrassés. Mais la justice est indépendante. Oui, vous avez bien entendu, les nuisibles. Récemment, une tribune de 93 policiers, une autre tribune a elle aussi circulé, elle aussi révélée par Europe 1 d'ailleurs, avec les mêmes mots, guerre civile, appel au sursaut national et la même critique lancinante de la justice. À longueur de réjournée donc, la rhétorique du putsch et tous les mots de l'extrême droite qui se retrouvent déversés sur les écrans et les ondes. Voilà où nous en sommes à un an précisément de l'élection. L'ultra-droite violente est de retour, c'est en substance ce que dit donc un rapport du parquet général de Paris, rapport révélé par Marine Turki et par toi, Mathieu Suc. Salut.
Bonjour. Vous avez pu consulter ce rapport donc de 56 pages dont on voit ici la couverture et sur la base de ce rapport mais aussi de vos propres enquêtes et sources, notamment les dossiers judiciaires de certaines tentatives d'attentat de cette nébuleuse d'extrême droite violente, vous dressez l'anatomie d'une nouvelle menace terroriste obsédée par le chaos et la guerre civile et aussi profondément antiféministe pour qui la société aurait dépossédé les hommes de leur identité masculine. Alors j'espère que toi ça va. Ça va. Mathieu, d'abord, quelle est l'ampleur de cette menace terroriste de l'ultra-droite aujourd'hui qu'on retrouve dans plusieurs projets d'attentats récents ? C'était l'objectif de cette enquête, c'était de le documenter, parce que souvent quand on dit « Ah, il y a l'ultra-droite », on lui dit « Ah oui, mais attendez, ils n'ont pas tué comme les terroristes djihadistes, on est à 264 victimes alors on parle depuis 5 ans dans le terrorisme djihadiste ». Ce qui est vrai, sauf que ce qu'on oublie, qu'on a tendance à minimiser, c'est qu'il y a eu depuis ces 4 dernières années, 6 attentats déjoués par les forces de l'ordre de nature de l'ultra-droite. Et au-delà de ça, on a, à l'heure où on parle, un minimum de 8 dossiers au parquet national antiterroriste concernant des groupuscules d'ultra-droite, alors qu'il y avait des cibles assez variées, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui voulaient s'en prendre au président de la République, Emmanuel Macron, d'autres voulaient s'en prendre à des francs-maçons, d'autres à des cibles juives, d'autres à des cibles en leur relation avec la religion musulmane. Voilà, ça regroupe un peu toutes les obsessions de ces gens-là. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a eu moins de morts dues au terrorisme d'extrême droite qu'au terrorisme djihadiste, mais que c'est une préoccupation réelle et que ça aurait pu être pire si les attentats n'avaient pas été évités. Voilà, et par ailleurs, c'est en train de monter, de se développer ces derniers temps, et c'est ce qu'on raconte aussi dans le premier article, c'est que là où la DGSI, en 2017, disait « Ah, ils sont pas très doués, la logistique, ça va pas, machin », ils le prenaient un peu de haut. Maintenant, ils disent « Ah, ils font des contre-mesures pour déjouer des filatures, c'est compliqué de les espionner sur Internet ». Voilà, ça se professionnalise. Et il serait évalué à 1000 militants d'ultra-droite et 2000 suiveurs, ça c'est les chiffres de la DGSI. Tout à fait. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Oui, ça reste très conséquent. On n'est peut-être pas encore dans les étiages des gens suivis pour cause de djihad, des sympathisants du djihad, mais en revanche, il y a un chiffre là où on peut étalonner. On avait révélé en 2018 avec Marine déjà une note de la DGSI qui disait qu'il y avait 50 objectifs au sein des forces de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie, armée, suivis pour ultra-droite. Être suivi, c'est pire, si j'ose dire, que la fichesse, qui est juste un petit signal d'alerte. Suivi, ça veut dire qu'il y a des policiers qui font des filatures, qui écoutent votre téléphone, et parce qu'on estime que la menace que vous représentez est importante. 50 pour l'ultra-droite. Au lendemain de la tuerie de la préfecture de police de Paris, le ministère de l'Intérieur avait dit qu'il y avait une vingtaine de policiers, gendarmes et militaires qui étaient suivis pour sympathie sur le djihad. Donc là, le rapport est complètement inversé. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'heure actuelle et qui est important. Et par ailleurs, ce n'est pas seulement une préoccupation de la France. En 2019, il y a eu un rapport d'Europol qui disait que des milices d'ultra-droite un peu partout en Europe étaient en train de s'armer et étaient en train de passer à l'acte. Donc ça monte pas seulement chez nous. Alors sur le profil, ils se désignent comme des survivalistes avec des stages de survivalisme ou de guerre civile et au-delà une organisation très hiérarchisée et poussée, persuadée donc de l'imminence d'une guerre. On voit là par exemple l'organigramme très structuré du groupe Action des forces opérationnelles, AFO, dissous en 2018. Dans vos articles, Mathieu, vous donnez un exemple d'un groupe qui s'appelle les Barjols, interpellé en 2018 aussi, un groupe très structuré qui envisageait d'attaquer des migrants et Emmanuel Macron. Sociologiquement, qui sont-ils ? C'est pas forcément, on va dire, les ados attardés qu'on pourrait s'imaginer, mais des gens parfois socialement très insérés. Tout à fait. Alors, il y a ces jeunes dont tu parles, néo-nazis, qui pourraient correspondre aux clichés qu'on a. Ça, il y en a. Mais ce que les services et la justice laissent constater, c'est que ces dernières années, dans la foulée des attentats terroristes djihadistes, notamment de 2015, il y a tout un tas de gens qui ont basculé dans ces groupes qui n'étaient pas forcément rattachés au parcours traditionnel qu'on peut imaginer, d'abord au Front National ou au RN, et puis après dans des groupuscules, qui n'étaient pas forcément rattachés à l'extrême droite, qui pouvaient être des militants de droite et qui simplement,
prennent peur et imaginent, on arrive sur toutes les thèses de grand remplacement, tout ça, et se disent, ça y est, la guerre civile, on y est, et il faut qu'on se prépare, et ils s'arment. Et donc, on a des gens qui sont diplômés, qui sont des cadres sup, qui sont insérés dans la société, et qu'on retrouve là-dedans des hommes, des femmes, avec une petite différence. Il y a beaucoup de femmes, mais souvent, on les cantonne, si j'ose dire, à la logistique, on en parle dans notre deuxième article, parce que quand même, pour se défendre, ça va être moins bien que les hommes. Et concrètement, la logistique, ça correspond essentiellement à servir les repas et à cuisiner lors des barbecues où ils font leur complot. Oui, parce que aussi, ce qu'on comprend dans votre enquête, c'est qu'il y a quand même un culte d'une virilité soi-disant menacée par les femmes et les homosexuels qui sont assimilés aux femmes. Donc on imagine que les femmes n'ont pas une place prépondérante dans leurs organigrammes. Un peu comme pour les incels en Amérique du Nord, là, qui ont été auteurs de plusieurs attentats. Tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes mécanismes entre les incels, les survivalistes aux États-Unis et ce qui est en train de se jouer en France avec ces gens antiféministes qui sont d'abord dans des groupuscules qui ne sont pas clandestins et des passerelles vers des groupes là beaucoup plus clandestins et qui envisagent des actions violentes. On retrouve, et d'ailleurs sur les personnes plus âgés dont on parlait tout à l'heure, plus insérés dans la société, il y a quand même quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, c'est une vie sentimentale très très pauvre. Certains, en la soixantaine, n'ont jamais eu de relations sexuelles, des relations amoureuses très limitées, aussi chez les femmes, et ceux qui étaient en couple, des situations familiales vite désastreuses. Donc il y a tout ce substrat-là qui joue. Est-ce que, pour que la justice y consacre un rapport, c'est qu'elle considère cette menace très sérieusement ? Oui. On a, depuis 4 ans, on a d'abord eu des alertes de la DGSI qui étaient remontées à l'Élysée, on l'avait raconté dans Mediapart. Il y a eu des ouvertures d'informations judiciaires. Là, pour que le parquet général qui centralise, qui est au-dessus du parquet national antiterroriste, l'instance au-dessus, celle qui va gérer les procès d'assises, c'est qu'ils estiment qu'il y avait une matière. Ils ont fait 56 pages, donc c'est quand même en partant seulement des dossiers judiciaires. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une matière un peu dense. Oui, c'est qu'ils prennent la mesure. Dernière question. En fait, quelle est la différence entre ce que prônent ces militants violents de l'ultra-droite, eux, prêts à passer à l'acte, et les théories professées chaque soir par un Éric Zemmour sur CNews ou le youtubeur populaire Papacito, par exemple? Alors, outre si on met à part le passage à l'acte, à l'action violente. Il n'y a pas tant de... Enfin, justement, Zemmour, on en parle, est cité, on retrouve ses livres ou ses propos dans le rapport et dans la documentation de certains de ses personnages. Alors, certains de ces groupes, franchement antisémites, le reprochent, trouvent que Zemmour dit des choses très bien, mais lui reprochent d'être juif. Et Papacito, sur ses discours très virilistes, on le retrouve aussi. Ce sont des gens qu'on ne peut pas rattacher, il n'y a pas de lien avéré, en tout cas pas à ma connaissance. Mais par contre, ce sont des gens dont les propos infusent chez ces gens-là. Et ça peut être un élément parmi d'autres qui peut conduire au passage à l'acte. Demain, publication d'un 3e volet. Tu peux nous dire sur quoi ce sera ? Alors, on va raconter les similitudes assez spectaculaires entre les terroristes d'ultra-droite et les terroristes djihadistes. Eh ben, ça promet. Ce sera donc à lire sur Mediapart. Merci.